le truc sur le change management, l'organisation du travail. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence débat consacrée à l'ouvrage Le biais comportementaliste. Je m'appelle Olivier Boraz. Je suis le directeur du Centre de sociologie d'organisation, laboratoire qui héberge donc les 6 auteurs de l'ouvrage en question. Je voudrais simplement, très rapidement, avant de passer la parole à Frédéric Mion, d'abord vous remercier d'être là ce soir. Ensuite, remercier Frédéric d'avoir accepté d'introduire cette discussion. Remercier aussi les différents participants et présidents de séances, des 2 tables rondes qui vont suivre. Remercier aussi Samia Ben qui a fait un gros travail d'organisation de cette conférence. Et enfin, surtout, remercier les 6 auteurs de l'ouvrage. Tout d'abord parce qu'ils ont démontré la possibilité d'écrire un ouvrage à 6 mains, ce qui en soi est un exploit. Ensuite, second exploit, le faire publier des prestigieuses éditions universitaires avec 6 noms d'auteurs sur la couverture, ce qui ne va pas de soi non plus, et ce qui a été réalisé sans que l'ouvrage ne s'en porte plus mal. Et enfin, et surtout, parce qu'ils ouvrent, grâce à cet ouvrage, un débat qui me semble nécessaire et utile autour d'un concept, d'un ensemble d'instruments, de dispositifs, d'idées, qui aujourd'hui comportent beaucoup de promesses, mais dont on discute assez peu souvent, malheureusement, les théories sociales sous-jacentes, les limites et aussi les risques. Et donc je suis très content de la possibilité de ce soir d'ouvrir cette discussion. En théologie, on parle d'une dispute, en sociologie d'une controverse. Pas les temps qui courent, on parle de débat. Donc nous allons débattre. Et tout de suite, je passe la parole à Frédéric Mion. Merci beaucoup, cher Olivier, mesdames et messieurs, chers amis, chère Madame Ventrop, cher doyen, cher Yann Algan, cher Henri Bergeron, chères étudiantes, chers étudiants. À l'automne dernier, comme vient de nous le rappeler Olivier Boraz, paraissait dans cette extraordinaire maison d'édition que sont les presses de Sciences Po, et dont je salue la directrice présente au premier rang, Julie Gazier, paraissait un ouvrage intitulé « Le biais comportementaliste », fruit de l'analyse, comme vient de nous le redire le directeur du CSO, de l'analyse croisée, conjointe, commune, de 6 des chercheurs du CSO, on pourrait dire la fine fleur de ce centre, dont je me plais à citer les noms, parce qu'il faut quand même que les auteurs, si nombreux soient-ils, se voient reconnus aujourd'hui pour le travail qu'ils ont accompli. Patrick Castel, Sophie Dubuisson-Kellier, Jeanne Lazarus, Étienne Nouguez, Olivier Pilmis et Henri Bergeron, qui est le seul des 6 à figurer pour l'heure à cette tribune. J'observe d'ailleurs que je n'ai pas vu tous les 6 dans la salle. Peut-être que certains sont retenus par des activités ailleurs. Le chercheur enseigne parfois, c'est vrai. Et parfois aussi, il voyage, le chercheur. Je l'observe depuis 6 ans maintenant. Cet ouvrage collectif, cet essai qui a suscité dès sa parution, je crois, beaucoup d'intérêt, va être au cœur des échanges de cet après-midi. Et je pense que, comme le disait à juste titre Olivier il y a quelques instants, cet essai est propre à animer ce qui est véritablement un débat scientifique, un débat méthodologique, un débat presque épistémologique, et je me réjouis beaucoup que ce débat puisse trouver sa place dans cet amphithéâtre aujourd'hui, dans notre maison, et mettre en présence des chercheurs de Sciences Po qui ont sur ces sujets des visions peut-être contradictoires ou complémentaires, et en présence de spécialistes extérieurs à notre maison qui nous font l'amitié de participer à ces échanges. Toutes celles et tous ceux qui ont eu le plaisir de suivre dans leur parcours académique un cours d'initiation à l'économie gardent peut-être le souvenir d'avoir croisé la route d'un individu au nom étrange. Il s'agit de l'Homo economicus. Ce dernier, nous expliquaient nos professeurs, ils le faisaient il y a 30 ans, peut-être qu'ils ont un petit peu changé de musique aujourd'hui, ce dernier est un individu parfaitement rationnel. En toutes circonstances, il cherche à atteindre ses objectifs de la meilleure façon possible en fonction de l'ensemble des contraintes auxquelles il est assujetti. L'Homo economicus est capable d'analyser les événements, il est capable parfois même de les anticiper, et il est capable de prendre les bonnes décisions qui lui permettront de maximiser sa satisfaction. Je crois que toutes et tous s'accordent aujourd'hui à reconnaître que cette théorie, cette vision de l'homme est assez éloignée de la réalité et qu'elle ne résiste pas longtemps à l'épreuve des faits, et encore moins aux critiques que peuvent adresser à ce modèle de l'Homo economicus les représentants de l'école d'économie comportementale. Pour ces derniers, nombreux sont les biais cognitifs, émotionnels, qui affectent et orientent le processus de prise de décision des agents économiques. Et pour prendre en compte ces multiples facteurs, l'économie comportementale se propose
de mobiliser un ensemble de disciplines, la psychologie, la sociologie, le management, la médecine, ainsi qu'un ensemble de dispositifs expérimentaux, expériences en laboratoire, pour améliorer ce qu'on pourrait appeler le réalisme des descriptions et prévoir, voire influencer les comportements des agents. Et un des concepts, ou en tout cas un des outils que mobilise cette économie du comportement, c'est le nudge, qui va être au cœur de quelques-uns de nos échanges cet après-midi, c'est-à-dire la technique par laquelle des personnes ou une population ciblée sont incitées à changer leur comportement ou à faire certains choix sans être soumis à aucune contrainte, à aucune obligation et sans la crainte d'aucune sanction. Voilà donc, posé très très succinctement et très modestement, quelques-uns des éléments qui décrivent le cadre de nos échanges de ce soir. Le nudge et les sciences du comportement sont-ils désormais l'alpha et l'oméga des politiques publiques? Sont-ils l'avenir des politiques publiques? Vous aurez compris que l'essai de nos 6 chercheurs du CSO postule que les politiques publiques ne peuvent se résumer, en tout cas que la conception qu'on s'en fait et la manière de les mettre en œuvre ne peuvent se résumer à la mise en œuvre désormais de techniques qui influencent le comportement. Et la question donc, qui est posée ce soir n'est pas susceptible de recueillir une réponse simple ou unanime. D'un côté, de nombreuses expérimentations tentent à montrer que les sciences comportementales comptent parmi les leviers susceptibles de permettre à l'action publique de gagner en efficacité, voire en légitimité, et dans de nombreux domaines. On peut songer à la transition écologique, on peut songer à la sécurité routière ou encore à la santé publique. Et pour autant, ces sciences du comportement ne sauraient devenir la martingale à même de résoudre tous les problèmes et toutes les difficultés de politique publique. C'est précisément l'objet de l'essai collectif qui va alimenter les débats de ce soir, que de proposer une analyse critique des savoirs comportementaux et de leur application, afin d'en comprendre le succès et d'en montrer toutes les limites. Sans plus attendre, car vous aurez toutes et tous aisément compris qu'il ne me revient pas de trancher ce vaste débat, je vous confie le soin, chers amis, chère Yann, peut-être c'est toi qui prends la parole en premier, de lancer les travaux de la première table ronde, où il sera question de la formation des décideurs aux sciences du comportement. À toutes et à tous, je souhaite une très bonne conférence, et à toutes les équipes du CSO qui se sont mobilisées pour organiser cette séance ce soir, j'adresse mes remerciements les plus vifs. Très bonne conférence à tous. Bonsoir à tous, merci cher Frédéric, bonsoir à toutes et tous pour votre présence ce soir. J'ai le plaisir de pouvoir présider cette première table ronde intitulée « Faut-il former les décideurs aux sciences du comportement ?» Question qui intéresse fortement les étudiants de l'école d'affaires publiques. Donc, on attend, certains suivent de nombreux cours déjà sur l'approche comportementale. Donc, je salue certains enseignants qui sont ici présents avec Mariam Chama ou Coralie Chevalier sur des cours de psychologie et politique publique. Mais naturellement, le débat est ouvert et fécond sur quelle est la pertinence de ces approches. Jusqu'au bout, on peut les utiliser dans un cursus de formation et pour guider les politiques publiques. Et pour pouvoir répondre à ces questions, nous avons l'honneur et la chance d'accueillir à cette table ronde tout d'abord Olivier Houdet, administrateur de l'Institut universitaire de France, et vous êtes directeur du laboratoire de psychologie du développement de l'éducation de l'enfant à la Sorbonne, et en plus membre de l'Académie des sciences morales et politiques. À ma gauche, nous accueillons Françoise Ventrop. Alors Françoise est d'une certaine façon un peu une précurseur dans le développement des sciences comportementales au sein des administrations. Tu as été directrice de la formation, tu as été chef de mission au SGMAP, un peu à l'initiative de la promotion du nudge au sein de l'État, et maintenant en charge de l'innovation et de la modernisation de l'État au sein de la direction de la formation de l'ENA. Et enfin, Henri Bergeron, l'un des illustres auteurs, et je salue les 5 autres auteurs qui en plus avaient eu la gentillesse de tous dédicacer leurs livres. Donc Henri, merci de les représenter.
comment te présenter, sociologue, directeur d'à peu près tous les masters de Sciences Po et de tous les exécutifs masters, et puis surtout un chercheur très fécond, prolifique, et qui nous propose avec tes co-auteurs une approche critique, mais en même temps ô combien vivante et féconde sur l'approche comportementale. Nous avons à peu près 45 minutes pour débattre. Je me chargerai juste de poser un peu des questions. Je propose de commencer plus par une question un peu généraliste sur la façon dont on introduit les sciences comportementales dans des cursus, dans des formations. Et en me tournant tout d'abord vers toi, Françoise, est-ce que tu peux nous donner un peu ton expérience vue de l'ENA sur la façon dont vous mettez en place ces enseignements et comment est-ce qu'ils sont accueillis par les étudiants, et qu'est-ce que vous attendez à l'ENA de l'introduction de ce type d'enseignement un peu nouveau? Alors, si je peux me permettre, surtout après avoir lu ce livre, de faire une petite marche arrière et expliquer... Déjà, d'une part, moi, je ne parle pas de sciences comportementales. Donc, je parle un peu comme tous mes collègues au niveau européen international d'approche comportementale ou behavioral insights. C'est un peu comme ça que nous on l'appelle en tant que praticien. Pourquoi approche comportementale? Parce que vous l'avez dit, Monsieur Mion, parce que en fait, c'est un objet qui est travaillé par les sciences juridiques, par les sciences économiques, par le management, par la psychologie sociale et bien sûr par les sciences cognitives. Donc c'est assez compliqué de parler de sciences comportementales justement à cause de ça. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est quand on regarde au niveau international, hein, puisque nous, on est assez impliqués dans les discussions internationales au niveau de l'OCDE et de la Commission européenne sur l'innovation. Quand on discute avec nos collègues, on se rend compte qu'il y a plusieurs écoles, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule vision de cette approche comportementale, mais on en a plusieurs et des écoles qui sont hyper intéressantes, et j'aurais bien aimé que vous en parliez. Je pense par exemple au Danemark, avec Pelle Hansen, qui a fait un travail absolument remarquable sur les nudges, ou même de l'école allemande, qui est totalement novatrice et qui, s'appuyant sur l'approche comportementale, a complètement une autre vision et parle de boost, c'est-à-dire comment, à partir des biais cognitifs, on peut au contraire essayer de rendre visibles ces biais cognitifs et avoir une théorie de la décision plus rationnelle. Donc il y a plein de choses en fait qui émergent en ce moment au niveau international, et c'est ça qui est absolument passionnant, autour de l'approche comportementale, les biais cognitifs, etc. Et voilà. Donc je tenais quand même à le dire parce que je pense que c'était pas évident d'avoir cette vision un peu qui bouge de l'approche comportementale et qui n'est absolument pas du tout figée. Voilà. Donc à partir de ça, moi je travaille sur l'innovation. Ce qui m'intéresse, c'est de faire réfléchir les élèves à d'autres outils de conception des politiques publiques. C'est-à-dire, y a-t-il d'autres façons de faire que les façons classiques? Et surtout, j'envoie les élèves sur le terrain. D'abord, et ce qui est pour moi extrêmement important, c'est d'apprendre aux élèves à observer un terrain. Je travaille pas dans les... Voilà, je ne suis pas du tout le style de personne qui travaille en laboratoire, etc. Moi, je vais sur le terrain. Et les élèves de l'ENA vont sur le terrain. Propose des projets, et ces projets, on essaie de les travailler avec le design, l'approche comportementale et le numérique, qui sont, en tout cas pour moi, des méthodes nouvelles et extrêmement intéressantes, justement dans cette conception un peu plus souple, un peu plus réactive et un peu plus portée sur les usagers que les traditionnelles façons de faire. Donc moi, je ne conçois pas la science comportementale, mais je conçois l'approche comportementale comme faisant partie, en fait, de nouvelles façons de faire de la politique publique, une autre conception. Et ce qui est pour nous est extrêmement importante, et qu'on partage d'ailleurs, encore une fois aussi internationalement avec beaucoup de collègues, qui est terrain, co-construction des solutions, et puis prototypage, et puis éventuellement diffusion des bonnes pratiques. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais un peu remettre un peu ce cadre-là et dire, en fait, notre vision par rapport aux élèves, c'est qu'ils puissent acquérir ces outils-là. C'est-à-dire qu'ils puissent comprendre ce qu'est un terrain, qu'ils puissent comprendre comment on conçoit un projet, qu'ils puissent comprendre aussi comment ce projet peut éventuellement être soumis aussi à des réactions des usagers, à des réactions en matière comportementale, à des biais, etc., et qu'on ne peut pas l'ignorer.
Très bien, merci. Alors, on a une approche plus de terrain, de personnes aussi qui a été dans l'administration. Si je me tourne du côté de chercheurs, et en commençant peut-être avec vous, Olivier, vous avez une approche quand même plus en termes de psychologie, de neurosciences. Et d'ailleurs, je tiens à souligner, si vous voulez sortir pas uniquement avec un livre, mais avec 3 livres, qu'Olivier va... alors, celui-ci a l'air un tout petit peu plus aride, mais passionnant, System Theory of the Cognitive Brain, et sort le 6 avril, L'intelligence humaine n'est pas un algorithme. Donc, vous, Olivier, avec votre perspective plus en termes de neurosciences et de psychologie, comment est-ce que vous pensez qu'on peut introduire cette approche en général dans les cursus et au-delà des cursus scientifiques, dans des cursus en sciences sociales et dans une institution comme Sciences Po? Merci d'abord de cette invitation. Je suis très heureux d'être à Sciences Po. Alors, je sais que vous aimez, et moi aussi, qu'on découvre des parcours originaux. Alors, puisque j'ai la parole, je vais brièvement vous raconter le mien. En effet, vous avez évoqué que je viens d'être élu à l'Académie des sciences morales et politiques, à l'Institut de France, où il y a un certain nombre de confrères de Sciences Po, mais je suis instituteur de formation initiale, donc je suis parti en effet du terrain. Et étant instituteur, j'ai lu un livre de Jean Piaget, qui est un nom que vous avez peut-être entendu, le grand psychologue de l'enfant au XXe siècle, qui avait décrit les stades du développement de l'intelligence, depuis la sensorimotricité chez le bébé jusqu'à la logique formelle, on pourrait dire, du point de vue de l'économie, ce qui a été évoqué tout à l'heure, un homme rationnel et logique avec une conception du temps, donc du développement cognitif incrémental, stade par stade, de plus en plus abstrait et logique. Ayant lu ce livre, à l'âge de 20 ans, j'étais, quelques années, totalement subjugué. Je découvrais qu'il existait une science expérimentale, comme la physique, la chimie, de l'intelligence chez les enfants. Et j'ai en effet consacré la suite de ma vie à la formation en psychologie, puis en neurosciences, parce que sont survenues à la fin du XXe siècle les technologies d'IRM, imagerie par résonance magnétique, anatomique et fonctionnelle, qui permettent, c'est une révolution, scientifique et technologique, aujourd'hui, de visualiser le cerveau humain en fonctionnement toutes les secondes, au millimètre près, et surtout les reconfigurations neuronales qui s'opèrent au cours d'une prise de décision. Et avec mon laboratoire du CNRS à la Sorbonne, que vous avez cité tout à l'heure, parce que mon origine et ma marque de fabrique d'instituteur restaient dans mon âme et mon cerveau, on a pu faire les premières expériences en France d'IRM avec des enfants volontaires dès la grande section de maternelle. Donc pour moi, pour déjà nuancer le débat, il n'y a aucune opposition entre laboratoire et terrain. Quand on fait des sciences cognitives, humaines et expérimentales, on va dans les écoles en permanence, on travaille sur le terrain, et ce sont des allers-retours du laboratoire à l'école, et c'est cette science participative qui est aujourd'hui intéressante. Et donc en faisant cela, peu à peu, nous avons découvert ou confirmé un certain nombre de biais de raisonnement. On a, je donnerai les publications, visualisé en 2000 la première fois ce qui se passait dans le cerveau lorsque se manifestait un biais de raisonnement dans une tâche de logique déductive, et surtout comment, par des interventions pédagogiques, en mettant plusieurs fois les individus, les élèves dans l'IRM, on pouvait les amener à inhiber ces biais de raisonnement. Et donc j'ai écrit un certain nombre de livres sur ce qu'on appelle la résistance cognitive, notre aptitude à inhiber nos biais de raisonnement. Ce qui m'a amené, merci de l'avoir cité, à écrire beaucoup de livres en français, mais celui-ci en anglais qui vous intéressera, qui vient de paraître, qui s'appelle « Les 3 systèmes cognitifs du cerveau », parce qu'on n'en est plus du tout dans ce que vous appelez ici la science comportementale ou approche comportementale, on n'en est plus du tout à la théorie des nudges. Vous confondez, je pense, dans le débat, approche comportementale ou psychologique et les nudges. Vous verrez que dans ce livre, et dans celui d'Odile Jacob également, je décris 3 systèmes. Le premier est celui des heuristiques, c'est-à-dire les biais cognitifs, c'est pourquoi Daniel Kahneman, seul psychologue contemporain lauréat du prix Nobel, a eu son prix Nobel d'économie en 2002, pour avoir démontré que l'adulte n'était pas logique, comme le décrivait Piaget après un long et laborieux développement cognitif par abstraction réfléchissante et logique. L'adulte n'était pas logique, mais très souvent illogique, irrationnel dans ses décisions. D'où tout le courant, grâce notamment à son prix Nobel, des biais cognitifs, de ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des stratégies cognitives ou des réseaux neuronaux très rapides, très efficaces, qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours. C'est le principe des heuristiques. Thaler est venu après, et les nudges s'inscrivent dans ce système 1. Le système 2, c'est ce que j'appelle les algorithmes, le système de la logique.
Alors on peut faire très rapidement une histoire qui va d'Aristote à Descartes jusqu'à Piaget, les syllogismes, Aristote, la méthode, Descartes, les règles pour la direction de l'esprit, Piaget, les structures logico-mathématiques qui se forment dans le cerveau de l'enfant. C'est le système algorithmique, des si-alors ou des syllogismes, ou tout ce qui peut être codé aujourd'hui en termes d'algorithmes. Mais l'essentiel du développement de l'intelligence chez l'enfant, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un troisième système qui est sous-tendu par le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, dont on a découvert l'épicentre, qui est un système d'inhibition, au sens positif du terme. Le contrôle inhibiteur, le système 3, qui s'ajoute aux deux autres, fait qu'au cas par cas, l'intelligence humaine doit être capable de ressentir, grâce à des émotions telles le doute, le regret, plutôt l'anticipation du regret et la curiosité, qu'il faut inhiber ou non un biais cognitif. Ça nécessite évidemment une prise de conscience, une pédagogie qui amène à cartographier ces biais cognitifs. Et la clé de l'intelligence est dès lors ce système inhibiteur que Piaget n'avait absolument pas vu. Il n'y a nulle part ce système inhibiteur dans sa théorie parce que c'était une construction un peu comme de l'ego de plus en plus logique. Or, le cerveau, et c'est ce qu'on découvre en IRM, et Jean-Pierre Changeux m'a fait l'amitié d'une préface de ce livre, il rappelle ça au niveau moléculaire et physiologique, le cerveau est pour moitié activateur et pour moitié inhibiteur. Nous avons des synapses inhibitrices autant que de synapses activatrices. Simplement, les psychologues et les spécialistes du comportement ont oublié cette inhibition au niveau cognitif, tant Kahneman que Piaget, et c'est pourquoi tout le monde s'est engouffré, et c'est ce que vous dénoncez un peu, dans le seul système 1, celui des heuristiques, en inventant en plus une histoire un peu de ces sciences, en disant il y a d'abord eu l'homme rationnel, economicus, etc., logique. Maintenant, on a une nouvelle théorie, c'est la théorie des heuristiques. Simplement, sachez qu'on est dans une période nouvelle qui intègre ces deux systèmes et qui met la priorité sur un troisième système inhibiteur, qu'il s'agisse de décisions individuelles ou collectives, puisque les biais cognitifs et les heuristiques peuvent être collectifs, donc il n'y a pas d'opposition entre étude de l'individu et le collectif. Alors, c'est ce que j'ai écrit en effet dans ce livre avec un slogan « L'intelligence n'est pas un algorithme » parce que ça pose énormément de débats par rapport à l'intelligence artificielle qui, à la fois, code des algorithmes et qui, en même temps, les bases de données étant tellement grandes et fondées sur des mécanismes statistiques, génèrent des méga-heuristiques, donc des biais cognitifs de système 1. Il y a des biais cognitifs, émotionnels, des systèmes d'IA qui deviennent très rapidement racistes, qui raisonnent de travers, qui prennent des décisions absurdes. Donc ce système inhibiteur dont je parle et dont on a découvert l'émergence chez l'enfant et la complexification au cours du développement est autant important pour l'enfant, la jeunesse de son intelligence, on n'a pas le temps de donner des exemples, il n'y avait pas d'image, mais je pourrais vous le démontrer, que pour l'adulte qui doit prendre des décisions, autant le président de la République que chacun d'entre nous doit inhiber un grand nombre de fois par jour, mais on n'a pas cet exercice à l'inhibition. Et je puis vous dire que nous avons fait les expériences que j'ai faites chez l'enfant, je voulais aller jusqu'au bout. Nous avons fait aussi avec des tâches de logique chez les polytechniciens en France, dans un grand groupe industriel français, qui présentaient les biais cognitifs. C'est-à-dire leur logique déductive était très rapidement mise à mal et court-circuitée par des heuristiques qui dominaient et ils faisaient les mêmes erreurs que les autres personnes, formations académiques autres, que l'on pouvait voir. Donc, ils étaient tout autant inhibiteurs inefficaces que peut l'être un enfant dans une situation comparable. Parce que l'école n'a pas travaillé sur ce troisième système, inhibiteur, ni, je dirais, les systèmes politiques et de décision. J'ajoute simplement, pour boucler avec mon histoire d'instituteur, que nous travaillons aujourd'hui avec le groupe, l'éditeur Nathan, que vous connaissez sans doute, grand éditeur scolaire, avec une plateforme numérique qui s'appelle lea.fr, l'école aujourd'hui. On travaille avec toute la francophonie, avec des classes volontaires qui téléchargent des ressources, ce livre dont je vous parlais, ou les articles scientifiques en anglais qui correspondent. Et les professeurs dans les classes font deux choses, et je m'arrêterai là. D'abord, une cartographie des heuristiques, parce qu'il y a plein de biais ou heuristiques cognitives et scolaires que les professeurs eux-mêmes créent dans la façon dont ils posent les questions, dans le matériel pédagogique en classe, que les manuels scolaires créent, c'est pourquoi Nathan veut vraiment absolument travailler avec nous sur ces sujets, et il ne faut pas les supprimer. Je ne pense pas qu'il faille pasteuriser l'environnement numérique, mais il faut en avoir conscience, les cartographier et savoir dans quelles circonstances l'enfant doit inhiber ses heuristiques. Je vous donne un exemple. Les enfants écrivent souvent « je les mange » avec un « s » à mange. On leur a surappris qu'après les, on met un S. C'est une heuristique dominante, un biais
cognitifs qu'ils ne parviennent pas à inhiber dans ce cas-là. Et vous-même, dans vos emails, vous vous surprendrez à constater que nous écrivons très souvent « je vous le dirai EZ ». De la même façon, la rapidité de l'écriture électronique fait que cette heuristique après vous, on met un EZ, domine et qu'on ne parvient pas à l'inhiber. Je pourrais vous donner 1000 exemples de défauts d'inhibition et c'est ennuyeux parce que ça va jusqu'aux décisions absurdes dans les entreprises ou en politique et on n'a pas du tout travaillé sur ce système. Alors, tant mieux, c'est une découverte que nous avons pu faire et dans les classes, une fois que les professeurs ont identifié ces heuristiques, cartographiées, ils les partagent avec nous. On en a identifié une centaine dans toutes les classes de la francophonie qui participent, il y a plusieurs continents à ce projet. Et après, en classe, un quart d'heure par jour, les professeurs entraînent ce contrôle inhibiteur. Une fois qu'ils en ont compris, mais il faut une explication comme celle-ci, l'aspect positif, adaptatif, parce qu'on avait une vision négative de l'inhibition en général. Or, c'est le cœur de l'intelligence. Et j'ajouterais, je ne suis pas arrivé avec toute une bibliothèque, mais qu'il faut apprendre cela bien avant Sciences Po aux enfants et dès la maternelle. Donc on a fait 2 livres pour enfants parus cette année, un Kididoc, vous connaissez sans doute ces collections si vous avez des enfants, il y en a sur les dinosaures, sur l'univers, etc. C'est des livres animés, vous les dépliez, un cerveau en 3 dimensions ou une IRM, où on peut tirer un enfant qui rentre dans l'IRM. Donc toutes ces questions doivent être expliquées aux enfants dès la maternelle, et on a aussi fait un livre, questions-réponses, un album. Les 2 marchent formidablement bien parce que les enfants ont envie de savoir ce qui se passe dans leur tête, dans la scolarité, puisqu'on parle de cursus. Alors, je réponds à votre question, puisque tout cela, c'est ce qu'on enseigne à nos enseignants de psychologie de sciences cognitives et qu'il faudrait, pardonnez-moi, enseigner à Sciences Po. Et j'ajouterais que une fois que les enfants sont informés de cela, ils sont très heureux, ils veulent s'entraîner, par exemple, à résister aux illusions visuelles ou cognitives. Ils disent « Ah, on va faire le jeu du cerveau ». Et peu à peu, on leur fait comprendre que toute l'école et toute la culture, c'est le jeu du cerveau. Et le cerveau dans le corps, dans l'espace, il y a une interaction sociale. Et j'ajouterais qu'à la fin de l'école primaire, les enfants connaissent tout du système digestif. On a tout appris, tout, le pancréas, tel aspect de l'intestin, l'estomac, et ne connaissent quasiment rien sur leur cerveau. Or, c'est la boîte à outils utilisée chaque jour. Je ne dis pas qu'on sait tout, mais on sait maintenant beaucoup de choses grâce à l'imagerie cérébrale que l'on peut communiquer. Et donc, les nudges, oui, mais pour moi, c'est un système sur 3 et pas le plus intéressant. Merci beaucoup, cher Olivier, et puis de nous avoir effectivement appris et en tout cas insisté sur le fait que c'est plus complexe que 2 systèmes et qu'il y a un 3e système, mais nous voilà placés un peu dans l'embarras, cher Henri. Eh oui. Si je me tourne vers toi en tant que chercheur, mais aussi en tant que responsable d'un certain nombre de formations, déjà on avait une discussion sur le système 1, sur le système 2, comment est-ce qu'on l'enseigne, alors maintenant sur les biais cognitifs, sur la logique, maintenant sur les biais d'inhibition, comment est-ce que tu conçois ce type d'enseignement généralement dans les différents cursus, plutôt au niveau universitaire et plus spécifiquement sur les problématiques de management ou de politique publique. Ah bah, je suis perdu maintenant, parce que forcément, si vous venez complexifier mon équation... Non, alors juste déjà deux petits points importants que je partage avec Françoise Vintrop, c'est l'idée, la tentation de la réification des sciences du comportement comme un ensemble homogène. Bon, moi qui viens d'un territoire scientifique qui est la sociologie et qui est un territoire balkanisé en sous-école, je suis très attentif à ce type de différence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'ouvrage, on a eu un parti pris assez important qui était, on ne s'intéresse pas aux sciences du comportement, on va s'intéresser à l'économie comportementale, et dont on montre dans l'ouvrage, et il faudra aller encore plus loin, qu'elle a elle-même, elle est tiraillée entre différents pôles de différents auteurs qui ne travaillent pas exactement dans la même direction, même si on peut trouver un certain nombre de principes communs. Donc ça, je partage tout à fait ça. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'était pas de faire une histoire des sciences, c'était de s'intéresser. L'important pour nous, c'était d'étudier les savoirs de gouvernement, c'est-à-dire quelles sont les conditions sociales, institutionnelles, politiques qui font qu'à certains moments, certains savoirs, plus que d'autres, pénètrent en politique et nourrissent le dessin d'instruments de politique publique. Donc, on ne réduit pas les nudges aux sciences du comportement, enfin à l'économie comportementale et l'économie comportementale aux sciences du comportement. On s'intéresse à ce qui est passé en politique.
Le deuxième point que je voudrais, qui m'intéresse, c'est bien sûr c'est le sens du terrain. Alors moi, je vous avoue que venant d'un laboratoire, le Centre de sociologie des organisations, qui a été fondé par Michel Crozier, qui a été l'un des plus grands critiques de l'ENA et de la formation à l'ENA, et notamment l'enseignement de ce qu'on pourrait appeler peut-être un biais technocratique. Savoir que les étudiants de l'ENA vont sur le terrain observer les pratiques des agents et des citoyens, ça me remplit d'aise, et je pense que Michel Crozier est absolument ravi de savoir. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça très positif. Alors, est-ce qu'il faut enseigner les sciences du comportement à Sciences Po? Je n'ai pas fait d'inventaire raisonné de l'ensemble des cours. Je sais qu'il en existe un certain nombre. Ma réponse est évidemment oui. Je pense que c'est à plusieurs titres, à la fois comme discipline qui nourrit des façons particulières d'agir sur les comportements des individus, mais également comme objet justement d'historiens ou de politistes qui s'intéressent à ces sciences du gouvernement. Et d'une certaine manière, il faut l'enseigner à Sciences Po parce que finalement, comme toute discipline, si je prends l'économie comportementale qui s'intéresse à l'action humaine, eh bien, au même titre que la sociologie, que le droit, l'histoire, ou le management, ou la sociologie des organisations, puisque je viens de ce laboratoire, je pense que c'est extrêmement important de les enseigner. Ce qui est important et ce qui nous guide, en tout cas dans les formations dont j'ai les responsabilités, c'est de ne pas accorder de primat épistémique à l'une de ces sciences sur les autres. C'est pas parce qu'on fait tous du terrain qu'on regarde le terrain de la même façon. Un astronome ou un physicien ou un biologiste ne regarde pas au travers du télescope le ciel de la même façon et n'en tire pas du tout les mêmes idées, conclusions ou émotions. Donc c'est très important, selon moi, d'enseigner, j'ai envie de dire, sur un pied d'égalité l'ensemble de ces disciplines. Au cœur des formations dont nous nous occupons à Sciences Po, on nourrit deux tensions qui nous paraissent être deux tensions très pédagogiques, très heuristiques. La première, c'est qu'on couple des enseignements qui enseignent des méthodes et des techniques d'intervention sur les comportements des individus et qui sont tournés vers l'action, mais simultanément, on les expose à des cours de sciences humaines plus réflexifs et plus critiques de ces méthodes. Ça, c'est la première tension. Une deuxième tension qui ne se recoupe qu'à moitié, c'est qu'on leur enseigne justement différentes disciplines et on éclaire, on essaie d'expliciter les tensions qui naissent de cette confrontation-comparaison. Et c'est vrai que l'important, c'est de rendre je pense que la tension, même si elle est désagréable, rend les étudiants plus intelligents, plus à même d'affronter la complexité. Alors parfois, effectivement, les sciences sont partiellement incompatibles, disent des choses, des déterminants de l'action humaine que l'on peut difficilement marier avec ce que nous révèlent d'autres sciences. Je pense qu'il ne faut surtout pas, dans un œcuménisme un peu mou, effacer ces différences, mais au contraire attirer l'attention de manière explicite des étudiants sur ces regards parfois contradictoires. D'accord, merci beaucoup pour ces paroles sages et consensuelles. Donc, une deuxième question avant de passer la parole à l'assistant. J'imagine que vous avez plein de questions. Comment est-ce qu'on transpose maintenant ce type d'enseignement, alors des systèmes 1, 2, 3, de l'approche comportementaliste, de la formation aux politiques publiques? Est-ce que vous pourriez, chacun d'entre vous, juste nous dire dans quelle dimension ces approches sont les plus pertinentes lorsqu'on les transpose dans le domaine des politiques publiques? Olivier, vous voulez peut-être commencer? Oui, bref, je vais vous dire ce qu'on fait. On apporte des témoignages. Je vais plutôt prendre sous l'angle des politiques de l'éducation. Donc, ce que je crois qu'il faut absolument faire dans ce domaine, c'est de la science participative. Il ne faut pas imposer les neurosciences ou les sciences cognitives aux professeurs. Ayant été moi-même instituteur, je sais que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous avez peut-être lu, j'ai écrit une tribune critique dans l'Obs sur cela. On a oublié aujourd'hui que les professeurs aussi ont un cerveau, les instituts ont un cerveau, donc il faut les responsabiliser, leur laisser s'éveiller ces sciences et cet intérêt pour les sciences cognitives par un travail participatif, comme je vous exprimais tout à l'heure avec la plateforme lia.fr. Et nous avons un large réseau, très large maintenant, d'écoles, des centaines d'écoles avec lesquelles nous travaillons. Nous faisons des allers-retours du laboratoire à l'école. Un autre exemple,
On a mis en place une chaire partenariale qui s'appelle Sorbonne Neuroéducation et Créativité. C'est une fondation. Et nous avons plusieurs partenaires, Nathan, que j'évoquais, ce qui est logique, mais aussi ce qui va peut-être vous intéresser, Ipsos. Donc on vient de signer avec Ipsos, Ipsos France et Ipsos International, sachant que dans ce domaine des sondages d'opinion, mais qui sont très liés à l'orientation des politiques publiques, Ipsos est peut-être un peu identifié au système 2, c'est-à-dire à la logique, la rationalité. Il y a des tas d'autres boîtes de sondage au monde très compétitives qui se sont affichées, et beaucoup, système 1. En disant, nous, on est système 1, c'est à la mode, c'est ça qu'il faut faire, dans lesquels il y a les nudges. Et Ipsos, ayant lu, je pense, c'est un entretien que j'avais donné dans Le Point, la direction d'Ipsos a découvert ce système 3 et on dit, mais en fait, c'est plus complexe que cela. Il n'y a pas besoin d'un 4e système, 3 suffisent largement, mais 2 est largement insuffisant. Donc ils se sont dit, on va absolument, Ipsos, combiner ces 3 systèmes, les heuristiques spontanées qu'émettent les gens dans leurs opinions, leur capacité à douter, à regretter, prenez l'exemple du Brexit, une première opinion, pas la regretter le lendemain, la regretter au moment même. Donc imaginez le doute, le regret, la curiosité. Nous, on sait comment faire, on a des échelles, comme des échelles de douleur, on appelle des échelles de Likert en statistique, et on peut mesurer, on le fait avec les enfants ou les adultes, ils se trompent, ils présentent une heuristique, un biais de raisonnement, mais tout en se trompant, on leur fait mesurer une échelle de doute. Est-ce que tu doutes de ta réponse? Certains, pas du tout, d'autres, beaucoup. Est-ce que tu serais curieux de savoir comment quelqu'un d'autre a répondu? Curiosité. Et enfin, est-ce que tu regrettes ta réponse? Donc vous voyez que là, on joue sur le système inhibiteur dont je parlais. On déclenche, ce sont les déclencheurs qu'on appelle exécutifs ou métacognitifs, qui alertent le cortex préfrontal et qui permettent d'inhiber une première réponse. Donc j'ai trouvé ça très intéressant qu'Ipsos vienne vers nous, alors que d'un temps, c'était normal qu'ils viennent vers nous, puisqu'on travaille avec l'éducation des écoles. Et ils ont compris ça. Donc on a signé en Sorbonne un gros partenariat il y a quelques semaines avec toute la direction d'Ipsos, et ça a démarré. Donc c'est ce qui touche de plus près. Alors après, en plus ou moins secret, nous sommes consultés en effet par des hommes politiques, et ça les intéresse, parce que ce que j'ai décrit là touche évidemment à la prise de décision. Et c'est la prise de décision d'un élève qui répond sur sa copie d'examen, mais aussi, comme je le disais, d'un ministre ou d'un président de la République. De surcroît, j'ajouterais que ce système 3, c'est au cœur de la géopolitique du cerveau humain. Le cortex préfrontal, que vous avez tous à l'avant du cerveau, est votre chef d'orchestre pour le cerveau et tout le corps. Et il y a des neurones qu'on observe à axones longs qui peuvent envoyer des ordres inhibiteurs ou activateurs partout dans le cerveau. Et très souvent, dans des endroits précis du cerveau, le cortex pariétal par exemple, vous avez un conflit entre l'espace et le nombre, dans un problème de maths. Un enfant, face à 7 jetons écartés, 7 jetons resserrés, croit qu'il y en a plus là où c'est plus long. Heuristique longueur égale nombre, qu'il ne parvient pas à inhiber pour activer l'algorithme de comptage. Et donc, dans ces cas de figure-là, pardonnez-moi, vous avez voulu m'interrompre et du coup, ça m'a bien interrompu. Et j'ai perdu le fil, mais ça me reviendra. Non, mais vous disiez que ça servait aussi à conseiller les politiques. Mais voilà, je parlais, pardonnez-moi, de la prise de décision. Un enfant qui vous dit « il y en a plus là parce que c'est plus long », son cortex pariétal est dominé par une heuristique spatiale, parce qu'il se fait que dans le cerveau humain, au niveau du cortex pariétal, se construisent l'espace et les mathématiques. Notre sens du nombre et des maths est au cœur du cortex pariétal. Mais vous avez des réseaux de neurones enchevêtrés qui font que pendant longtemps, l'enfant confond l'espace et le nombre. Et c'est une heuristique que nous utilisons toujours, nous, en général. Longueur est égale à nombre, mais quelquefois, dans le cas que j'évoquais, pas. Et le cortex préfrontal, c'est comme un ministre de l'Intérieur qui enverrait des ordres en province, donc dans une région du cerveau, un préfet qui ne serait pas capable de gérer un conflit, dans ce cas un conflit cognitif. Et c'est vraiment ça qu'on étudie. Je prends la métaphore politique parce que je suis ici, mais c'est vraiment cela qu'on étudie au niveau neuronal et cognitif, la géopolitique du cerveau humain. Et en permanence, vous avez système 1 et système 2 qui entrent en compétition, dans tous les apprentissages scolaires et dans la prise de décision ensuite. Et ce troisième système ne doit pas fonctionner tout le temps, mais quand il y a conflit cognitif. Et quand il y a conflit cognitif, c'est qu'il y a décision absurde, erreur scolaire, voire décrochage scolaire. Très bien, merci beaucoup. Bon, alors, effectivement, si l'échelle de Likert permet d'éviter le Brexit, ça a une implication très importante. C'est pas impossible.
Françoise, est-ce que vous pouvez, alors en quelques mots, je suis désolé pour ne pas faire injure aussi au temps de la seconde table ronde, mais vous, avec votre expérience, nous dire quelles sont les 2-3 politiques publiques où vous avez vu vraiment un impact massif de ces approches? Je m'excuse, mais je vais vous répondre un peu à ma façon, si je peux, et qui sera certainement très différente. En fait, pour moi, l'important, c'est que les élèves, en tout cas les élèves de l'ENA, mais plus largement, puisque je travaille aussi avec l'INET, Epitech, etc., comprennent en fait qu'une politique publique, elle se décline dans des objets de terrain, et que parfois, on peut faire des erreurs énormes, qui contredisent complètement l'objectif de la politique publique. Je vais vous donner un exemple, et peut-être que ça va, voilà, ça va éclairer un petit peu le travail qu'on fait. Les élèves se sont rendus compte, par exemple, que lorsque les gens recevaient le chèque précarité énergétique, donc c'est important, c'est une politique importante, eh bien, comme c'est envoyé par la DGFiP, donc par les impôts, que font souvent les gens, ils le mettent à la poubelle. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Et voilà, et que pour eux, DGFiP, etc., égale impôt, égale je dois donner de l'argent et je ne vais pas en recevoir. C'est impossible que je reçoive de l'argent venant de la DGFiP. Bon, voilà, donc on a une politique publique... Vous voyez qu'en mettant la poubelle, ils n'inhibent pas. Hein. Ça veut dire qu'on a une politique publique extrêmement importante sur la précarité énergétique. Et en fait, on a des actions qui contredisent complètement ce pourquoi on fait cette politique publique-là. Et c'était important pour nous, du coup, de retravailler ce document qui était envoyé par la DGFiP, de la designer et de le faire de façon à inciter, au contraire, les gens à utiliser cette somme-là pour lutter contre la précarité énergétique. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Je pourrais vous donner énormément d'exemples de politiques publiques qui se heurtent à des bêtises de mise en œuvre, parce qu'on ne réfléchit jamais à la mise en œuvre, et dont les messages sont totalement contradictoires, en fait, avec ce qu'on veut faire. Et ça, c'est important que les élèves comprennent qu'une politique publique qu'on conçoit dans un bureau, elle se traduit sur le terrain, et que la traduction peut être contradictoire avec ce sur quoi on l'a conçue. Et ça, c'est important. Et pour revenir un peu sur les grandes phrases de l'approche comportementale, qui est que le nudge... transforme en fait l'architecture du choix, là c'est la grande phrase, et en fait il faut bien se rendre compte que de toute façon on construit une architecture du choix, c'est-à-dire qu'on construit un choix, voilà, et que ça il faut en être conscient, il faut le travailler pour éviter en fait ces contresens entre une politique pensée et une politique vécue. Je pense Merci que j'étais beaucoup. assez rapide. Tu as été vraiment parfaite. Henri, avec tes co-auteurs, justement, vous insistez beaucoup sur le fait que ces approches ne soient pas vraiment perçues dans le champ des politiques publiques comme la recette miracle qui permet à chaque fois de pouvoir résoudre les problèmes. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question avec Françoise? Non, est-ce que je peux juste Oui, bien dire sûr. quelque chose? C'était juste pour... juste parce que je voudrais me permettre juste une petite blague comme ça. Par rapport au livre, ce que j'essaye un petit peu d'expliquer de ce côté très rationnel du travail qu'on effectue au sein du gouvernement quand on utilise le nudge, parce que j'étais très étonnée par la façon dont vous en parliez en termes de fascination, séduction, etc., que j'ai trouvé assez désagréable. Il faut bien penser que quand on utilise des outils de politique publique, c'est pas parce qu'on est fasciné, c'est pas parce qu'on est séduit, c'est juste parce qu'on trouve que ça peut être drôlement intéressant. Voilà, excusez-moi. On peut être fasciné parce qu'on trouve ça drôlement intéressant. Alors, non, bon, déjà, moi, j'ai appris quelque chose. Et moi, j'avais au contraire l'impression que notre président de la République avait plutôt une panne des mécanismes inhibiteurs. Mais bon, peut-être que Ça dépend des dossiers. Ça dépend des dossiers. Il ne m'a pas paru très inhibé ces derniers temps, mais je me trompe certainement. Oui, effectivement, pour nous, ce qui est important, c'est que le primat épistémique qu'on peut donner, que certains scientifiques et neuroéconomistes, par exemple, peuvent donner à leur explication du comportement, ne devienne pas un primat politique. Et que finalement, cette division sociale du travail scientifique, où chacune des disciplines apporte un éclairage singulier, soit aussi maintenue en politique. Je vais donner un exemple
très simple. Les politiques publiques, c'est grosso modo tenter, alors dans le langage sociologique, de gouverner soit la conduite des agents, soit la conduite des citoyens, hein, ou d'agir sur le comportement des agents et d'agir sur le comportement des citoyens. Si on prend un domaine qui m'est cher, qui est celui de la santé, quand on veut agir sur un médecin dans un hôpital, on ne peut pas vraiment comprendre le comportement du médecin face à son patient sans comprendre l'ensemble des relations que ce médecin noue avec les autres professionnels. Le service, le diagnostic et le service thérapeutique qu'il propose à son patient est surdéterminé par un ensemble de relations d'interdépendance que nous on appelle des relations de pouvoir, mais également la relation que le patient nourrit à son médecin et la façon dont il se comporte par rapport à l'observance des traitements est elle-même dépendante du type de relation qu'il a avec son médecin et également dépendante des relations que lui-même a avec l'ensemble de ses réseaux. Or, ces relations d'interdépendance, ces relations de pouvoir sont des relations qu'il est très difficile de simuler dans des expérimentations. Et pour pouvoir les observer en réalité, il faut être, j'ai envie de dire, équipé de concepts sociologiques particuliers que peut-être les approches par les sciences comportementales ne permettent pas d'approcher. Donc, la transposition d'un certain nombre de savoirs que l'on a acquis dans l'expérimentation ou de savoirs que l'on a acquis par une observation non informée par une grille de perception sociologique, est un passage que je pense très souvent fragile. Et ces systèmes de relations et d'interdépendance sont aussi des vrais neutralisateurs de nudge, comme ils sont de neutralisateurs de plein de tentatives de politique publique. Voilà. Donc pour moi, l'important, effectivement, c'est que cet intérêt très spécifique et j'ai envie de dire le succès de cette conférence, si on le mesure au nombre d'inscriptions qu'on a, renvoie bien à cette idée qu'il existe quand même une forme de fascination, d'intérêt pour tout ce qui relève d'action sur les comportements via ces sciences comportementales qui elles-mêmes forment une alliance assez forte avec les neurosciences et également avec une transformation digitale et le big data. Il y a quand même, chez beaucoup de nos interlocuteurs, un intérêt extrêmement marqué pour la compréhension de comportements que la sociologie a contribué à expliquer depuis déjà de nombreuses années, mais sans jamais susciter malheureusement le même intérêt de la part de ces hommes politiques pour nos travaux. Très bien. Bon, là, tu as de la chance, il y a une grande assistance, donc tu as un peu de questions. Est-ce qu'on peut passer à quelques questions de la salle, une ou deux ? Oui. C'est la mauvaise inhibition, ça. Je voulais poser une question. Bonjour, je suis Dorothée Rieux, docteur en neurosciences. Et depuis, j'ai créé mon institut de sondage. Et j'avais une question pour peut-être Monsieur Houdet. Quand vous dites que vous faites une collaboration avec Ipsos, ou peut-être avec d'autres, moi, la question que je me pose sans arrêt par rapport aux sciences comportementales et les nudges, que vous appelez pas nudge, c'est qu'il y a la mesure, mais il y a aussi peut-être faire changer le comportement, et donc peut-être l'éthique. Donc, pour une fois que je suis dans un monde politique, je pense que dans la politique, il y a aussi l'éthique et la déontologie, et je voudrais savoir si vous avez signé des chartes éthiques dans vos collaborations et toutes ces choses-là. Oui, bon, toutes les expériences d'abord de psychologie et de neurosciences, imaginez, nous travaillons avec ce qu'on appelle en termes médicaux des volontaires sains, c'est-à-dire des enfants des écoles qui, avec leurs parents, sont partants pour un projet d'exploration du cerveau. La fascination que vous évoquiez eu égard au nombre d'inscrits ici, elle est tout à fait logique. Je veux dire, on commence à découvrir ce qui se passe dans le cerveau humain, qui est le chef d'orchestre de nos comportements et aussi le théâtre de toute synthèse individuelle ou collective ou sociale. Donc, qui a un intérêt pour cela, c'est une évidence et il ne fait que commencer. En termes d'éthique, on passe toujours par des comités d'éthique pour toutes les recherches que l'on fait, qui sont validées. C'est pourquoi on réalise aussi des livres pour enfants qui expliquent, ou pour adultes qui expliquent ces recherches sur le cerveau. Et enfin, dans des partenariats comme Ipsos, en effet, votre question est tout à fait judicieuse parce qu'il y a un pan des instituts de sondage qui va vers le neuromarketing, ce qui n'est absolument pas notre vision et notre façon de faire. Vous comprenez que si on entraîne le contrôle inhibiteur, c'est pour résister notamment au neuromarketing ou à toute chose de ce type. Donc, dans le cas d'Ipsos, on est uniquement sous l'angle éducation.
Voilà. Éducation et aussi Najat Vallaud-Belkacem, qui est très investie dans ce partenariat, elle le fut lorsqu'elle était ministre et maintenant elle est chez Ipsos, tient beaucoup à cela évidemment comme ancien ministre de l'Éducation. Et nous, c'est vraiment la part éducative d'Ipsos, c'est tout à fait clair avec eux. Une autre question ? Bonsoir, je suis un étudiant de master en théorie politique et j'avais une question à tous les interlocuteurs en fait pratiquement sur la question de formation des décideurs. Ma question c'est quand nous décrivons justement, c'est une question plutôt épistémologique, c'est de savoir quand nous décrivons que les sciences comportementales montrent les biais cognitifs qui font de sorte que les individus font des erreurs et que donc avec par exemple des applications en terrain ou des nouveaux politiques, nous pouvons corriger ces erreurs. Comment est-ce qu'on peut décider quelle est la ligne droite, disons, comment nous pouvons décider que un tel comportement est juste et l'autre n'est pas le cas dans les cas de politique publique, surtout si nous allons enseigner justement aux décideurs des sciences comportementales pour la création des nouveaux politiques au futur. Ouais, vas-y. Alors, puisque ça s'adresse à tous les interlocuteurs, je vais vous dire bonne question. Bon, alors à toi de répondre. D'accord. Non, en fait, c'est ce qu'explique, entre guillemets, les grands, entre guillemets, soi-disant, qui ont écrit sur le nudge, comme Kasselstein, etc., c'est l'intérêt général, c'est le bien de la personne et l'intérêt général. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont assez évidentes. Je veux dire, par exemple, première question... alors qu'il est interdit d'utiliser le téléphone au volant, on sait très bien que les jeunes utilisent le téléphone pour faire des SMS et que c'est une cause d'accident. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà utilisé le droit, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Voilà, donc il y a beaucoup de politiques publiques, en fait, on se rend compte qu'on ne peut se poser vraiment la question de l'intérêt général qu'en utilisant d'autres biais, d'autres moyens, que la loi, les amendes, etc. Donc voilà. Pour moi, c'est ça qui est important. Après, je pense que la question éthique, elle se pose de toute façon assez systématiquement, et c'est pas plus mal de faire des chartes éthiques. Et on en a beaucoup discuté, nous, au niveau international, de quel type de charte éthique on doit mettre en place. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même, je trouve, assez incontournables. Enfin, moi, j'ai travaillé avec mes collègues polynésiens sur le problème de l'obésité en Polynésie. Comment vous attaquez ça? Bon, bah, c'est vrai qu'on peut l'attaquer, effectivement, avec une assiette tout simplement plus petite, ça marche. Ce qui n'empêche pas qu'on peut après se poser des problèmes beaucoup plus importants en termes de sociologie, de pourquoi il y a ce problème d'obésité en Polynésie. Voilà, les deux sont totalement liés. Pour moi, je ne fais absolument pas de différence. Si je sais qu'avoir une assiette plus petite, ça marche, mais que en tant qu'acteur public, je me pose le problème plus large de pourquoi on a ce problème-là en Polynésie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, chère Françoise, cher Olivier et cher Henri, pour cette table ronde très stimulante. Et je vous propose de passer à la seconde table ronde. Merci.
Bonsoir, donc on attaque la deuxième partie de cette table ronde sur les nudges et les sciences du comportement. Moi, ce qui m'a manqué dans le débat, c'est un tout petit peu une référence plus précise à certains contextes. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est assez frappant dans les nudges, c'est qu'il y a quand même un pays qui adore les nudges. Il y a quand même un pays qui a plus expérimenté les nudges que n'importe qui d'autre. C'est une île avec plein d'anglais, ça s'appelle le Royaume-Uni. Et ça mérite quand même qu'on se pose la question, pourquoi M. Cameron et son gouvernement ont tellement adoré la question des nudges et ont tellement fait des nudges le point le plus important. Et je pense que ça a à voir avec des choses historiques, le rôle de l'utilitarisme et de trouver des solutions de gouvernement qui ne coûtent pas cher. Donc je pense qu'il y a des choses à penser sur pourquoi certains contextes se sont avérés plus importants. Et puis je ne peux pas m'empêcher, puisqu'on l'a pensé, de rappeler quand même le succès extraordinaire de M. Cameron pour orienter le comportement des individus britanniques. Le référendum a montré la puissance des nudges dans certaines circonstances. Et donc, voilà, il faut aussi remettre en perspective ce qu'on peut faire. Et je trouve que le débat, pour l'instant, met bien en perspective que c'est très intéressant pour certaines choses, d'une part, et pour d'autres, après tout gouvernement, c'est toujours une relation. Donc, qui est gouverné est très important. Et donc, dans cette relation, penser et réfléchir à comment ces gens vont réagir, évidemment, est central pour toutes les politiques publiques. Alors, dans cette table ronde, on essaie de faire le lien avec les politiques publiques et avec les questions d'efficacité. Donc, on accueille Lida Cambon, qui est professeure titulaire de la chaire Prévention à l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement à l'Université de Bordeaux. On accueille Stéphane Giraud, qui est chargé de mission à la délégation interministérielle à la transformation publique. J'ai bien compris ? Et Sophie Dubuisson, Kellier, sociologue, directrice de recherche au CNRS, au CSO, et l'une des auteurs de ce livre tout à fait passionnant. Donc, pour poursuivre notre discussion, la question qu'on voulait commencer à vous poser, c'était un tout petit peu de suivre ce qui a été dit, c'est-à-dire dans quelle mesure les politiques publiques se saisissent de ces outils et comment ces nudges sont utilisés dans les domaines qui sont les vôtres, les uns et les autres. Peut-être Stéphane Giraud pour commencer ? D'accord. Puisque la DTIT est quand même un endroit important pour réfléchir sur ces questions-là. Je me permets de rebondir tout d'abord sur le débat précédent. On a parlé de la nécessité ou pas de former les décideurs publics au biais. Je vais vous donner un exemple où ça montre que c'est utile. On peut par exemple les sensibiliser au biais d'optimisme qui fait que le délégué interministériel, Thomas Cazenave, pensait pouvoir être à 2 endroits au même temps. Je vais représenter donc ici, si j'ai bien compris, les forces du mal, l'emprise comportementaliste. Je vais le faire quand même avec beaucoup d'humilité. D'une part, parce que je n'ai pas la hauteur de vue stratégique de Thomas, que je remplace, donc vous l'aurez compris. Et deuxièmement, parce que je le fais avec un cursus qui n'est pas un cursus scientifique. Il y a eu un peu de sciences politiques que j'ai appris ici, mais on est loin des matières qui sont évoquées aujourd'hui. Je vais le faire avec quelque chose qui a davantage trait en fait à la pratique qu'on a de tout ça, donc voir quelle est la pratique qu'il peut y avoir derrière l'emprise comportementaliste que j'ai vu dans ce livre, dont j'ai bien compris qu'il était un peu taquin, mais bien intentionné. Donc la DITP, je ne veux peut-être pas vous embarrasser avec un discours un petit peu corporel sur la DITP, mais il s'agit d'une direction d'administration centrale qui a vocation à diffuser au sein des administrations une pratique moderne et dynamique de transformation de l'action publique avec 2 grands axes d'intervention. La volonté de faire des politiques publiques un peu plus efficaces, alors pas efficacité au sens direction du budget, mais quelque chose d'un petit peu plus ouvert, un petit peu plus qualitatif, avec vraiment une focale sous l'angle usager, les agents. On s'est dit que c'était des gens qui n'étaient pas forcément là par hasard sur les politiques publiques et qu'il fallait faire les choses un petit peu avec eux, pour eux. Et pour ce faire, je vais faire un petit peu d'historique, mais un historique que Françoise a vécu un peu plus que moi, pour être très honnête. Ça s'est fait en s'appuyant en fait sur des méthodes qui n'ont pas forcément peu à voir avec la sociologie, par exemple. Des méthodes d'enquête, des méthodes assez classiques, d'enquête quantitative, d'enquête qualitative. On voyait les limites des enquêtes quanti, on allait un peu sur le quali, plus sur le déclaratif, plus sur le qualitatif. On a vu aussi les limites du qualitatif, qui reste déclaratif justement, qui n'est pas forcément, où il peut y avoir un décalage entre le discours et la pratique. Et c'est là où les sciences comportementales, l'approche comportementale, je dis que les Anglais ont beaucoup de chance, que le behavioral insight, c'est beaucoup plus pratique à utiliser au quotidien. Je me suis habitué à dire nudge, même si on ne fait pas du nudge, parce que pour mes interlocuteurs, c'est plus simple. Donc on a eu ce cheminement qui
qui nous a conduits sur le terrain de l'approche comportementale, avec à l'époque une découverte très candide du sujet. Les nudges étaient là, ils avaient l'air très sympas. Et il y avait derrière deux possibilités qui s'offraient à nous avec ce genre d'outils, à la fois ce que j'évoquais, le fait d'être plus proche de l'usager en découvrant ses comportements, mais aussi de rendre un peu de marge de manœuvre à l'action publique. Parce qu'avec ces nudges notamment, il y avait la possibilité de mettre en place des outils de politique publique qui ne viendraient pas se substituer aux autres. Il ne s'agit pas de remplacer la régulation, la fiscalité par des nudges, on n'est pas totalement demeuré, mais juste de les enrichir un petit peu, soit avec des interventions complémentaires, soit en intégrant à la fabrique des politiques publiques ces fameuses behavioral insights, ces connaissances comportementales, parce que c'est ça dont il s'agit, qui peuvent évidemment s'ajouter à plein d'autres types d'approches. Et on l'a fait au départ donc avec un grand chantier que Françoise avait mené, qui concernait la promotion de la télédéclaration. Et dans la foulée, on a tenté d'autres aventures, mais on en a vu aussi les limites. J'en parlerai peut-être un petit peu après des limites. Très bien, oui. D'accord. Alors, moi, je vais parler du coup pour un domaine précis, qui est celui de la santé publique, de la prévention et de la promotion de la santé, où c'est vrai que ces approches-là, dites comportementales ou le nudge, pour simplifier, commencent à prendre de l'essor. En tout cas, elles sont séduisantes du point de vue des décideurs, et y compris du point de vue des scientifiques. Elles le sont de plusieurs manières. Elles le sont déjà parce que dans ce domaine-là, on a une sorte d'essor de ce qu'on appelle la santé publique factuelle ou la prévention factuelle, c'est-à-dire basée sur les données probantes, ce qu'on n'avait pas forcément encore il y a quelques années. Le problème, c'est que la prévention, la promotion de la santé ou la santé publique n'est pas une discipline, c'est un carrefour de disciplines, et donc on peut mobiliser plusieurs types de disciplines. Et la plus séduisante pour les décideurs aujourd'hui en matière de politique de santé publique, c'est les approches comportementalistes, ce sont les approches comportementalistes, parce qu'elles donnent l'illusion de pouvoir contrôler une matière qui est extrêmement complexe, qui est celle des comportements liés à la santé. Donc on est dans ce courant-là qui fait que ces approches-là, dans la décision publique et dans la manière de gérer la santé publique par la puissance publique, on est en phase avec les questions de santé publique factuelle. Et en même temps, c'est très séduisant parce qu'il y a cette espèce de croyance sur le fait qu'on va pouvoir contrôler un certain nombre de comportements. Et c'est renforcé par une deuxième croyance qui est celle que le nudge ou ces approches comportementalistes-là seraient une contradiction à une autre stratégie qui est la contrainte ou la coercition. Et on a tendance à penser que la santé publique, c'est avant tout la contrainte ou la coercition. Et donc, l'objet du débat, et ça a été dit d'ailleurs, je crois, tout à l'heure dans la table ronde d'avant, c'est contrainte versus nudge. En réalité, il y a tout un panel de stratégies, et le débat, il n'est pas là. Il n'est pas sur contrainte versus nudge. Mais parce qu'il est posé comme ça, c'est séduisant de la part des décideurs de dire vous ne voulez pas, vous, acteurs de santé publique, des méthodes coercitives et de contraintes, parce qu'elles sont en décalage avec vos valeurs de santé publique. On vous propose autre chose, le nudge, qui est une méthode beaucoup plus douce et beaucoup plus compréhensive de ces fameux biais cognitifs. Et donc, on a une vraie... C'est pour ça que ça ne progresse pas encore très très vite, ces questions-là, mais on a un vrai sujet, là, de stagnation, en fait, de la question des nudges en santé publique, parce qu'on a deux débats, evidence-based ou pas evidence-based, en gros. Et le deuxième débat, c'est contrainte versus nudge. Et en fait, c'est deux faux débats, parce qu'on pourrait répondre oui, et qu'il y a du bon dans l'ensemble des questions et dans l'ensemble des arguments. Le vrai débat, et c'est pour ça qu'il est paralysé aujourd'hui, parce qu'il n'est pas posé en tant que tel, c'est sur l'objectif du nudge et son décalage avec les valeurs de la santé publique. Notamment, le nudge vise à économiser les ressources mentales à des fins de décision plus rapides et plus dans le sens de ce que veut la puissance publique. Et ça, c'est un vrai sujet de débat en santé publique, où on cherche plutôt à développer l'empowerment et les ressources mentales. Une fois qu'on aura posé le débat de cette manière-là, on pourra avancer sur ces questions-là. Merci. Et dans l'environnement, le nudge, c'est séduisant très largement ou ça élargit la palette des instruments ? Merci, oui. Peut-être deux mots aussi sur le fait de dire qu'effectivement, le point de départ de cet ouvrage, en fait, c'est une réflexion que nous menions chacun de notre côté au départ dans des domaines de politique publique assez différents, la santé, l'environnement, l'alimentation, les finances domestiques, et qui nous a fait, en fait, identifier cette montée en charge et en régime, en fait, de cette pratique dans les politiques publiques. Alors, effectivement, au sein du groupe, moi, je travaille plutôt sur les politiques alimentaires et d'environnement, donc je vais parler de ça.
Alors dans le domaine de l'environnement, il y a effectivement un certain intérêt en fait pour ces types d'interventions, pour ces types de pratiques. Et en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit que dans le domaine des politiques publiques environnementales, il y a une assez grande proximité avec les sciences de l'environnement et les sciences de l'ingénieur surtout. Et en fait, au sein des sciences de l'ingénieur, il y a cette idée qu'à un moment, on arrive à une sorte de seuil technique, on ne peut pas aller plus loin, quelque chose qui s'exprime par exemple à travers la notion d'effet rebond. L'effet rebond, c'est quand on invente une nouvelle technique, mais que, en quelque sorte, les individus en profitent et l'effet négatif s'accroît. On a la même chose dans le domaine de la santé avec, je crois, la compensation. Donc on voit bien qu'il y a une manière de réfléchir les problèmes qui est tout à fait particulière et qui va induire en fait la recherche de ce type d'outils sur les comportements. On a aussi dans le domaine de l'environnement une grande proximité avec les sciences économiques, ce qui explique aussi le recours à cette pratique. J'insiste là-dessus parce que c'est un des arguments qu'on développe dans l'ouvrage, qui est celui des affinités en fait entre la manière de définir les problèmes et les solutions qui sont trouvées. Donc il y a toute une série de nudges, les nudges, ces fameux nudges verts, ce que vous voyez par exemple dans les hôtels quand on vous indique le nombre d'arbres qui sont tués chaque fois que vous demandez à changer les serviettes de bain. Il y a également l'expérience assez célèbre de Opower, qui est une entreprise de distribution électrique qui envoie des petits smileys ou des indications sur les dépenses énergétiques des voisins pour provoquer ce type de changement de comportement. Donc il y a tout ce travail, et en même temps, j'allais dire, dans l'environnement, puisqu'on fait un débat après tout, il y a aussi une autre réflexion de fond, alors peut-être qui fait assez écho à ce qui se passe dans le domaine de la santé, qui est une réflexion sur la prise en compte plus large en fait que ces approches purement comportementales. Je vais faire référence, par exemple, à un très bon rapport qui a été publié il y a 1 an et demi maintenant par l'ADEME, qui montre que pour obtenir des changements significatifs, eh bien, il faut adjoindre toute une série d'outils. Et là, de ce point de vue-là, je pense qu'on est assez en accord sur la manière de voir les choses. Et les outils, en fait, qui agissent sur les comportements ne sont qu'un élément de cette panoplie large. Je vais citer un autre exemple. Cette fois, je vais aller plus loin que l'Angleterre. Je vais aller au Japon avec une célèbre intervention qui s'appelle Cool Bees, dont l'objectif était de faire en sorte que la climatisation des bureaux soit moins forte pour dépenser moins d'énergie. Donc, on aurait probablement pu mettre un petit nudge, comme on a sur les radiateurs, qui consiste à aligner un sourire avec des yeux pour que les gens règlent bien la température. Mais en fait, le problème est plus profond que ça, parce que le problème de l'usage de la climatisation dans les bureaux au Japon est en fait un problème de dress code au bureau, de comment on peut s'habiller au bureau, et est-ce qu'on peut s'habiller léger? Eh bien non, c'est très compliqué en fait pour changer ce dress code. Les Japonais ont la chemise, la cravate, la veste, et donc la petite chemisette n'est pas d'usage, elle est même très impolie. Donc il y a eu toute une campagne en fait qui a visé à changer ce dress code, mais une campagne assez lourde, avec des promotions des différents premiers ministres eux-mêmes, des designers qui ont inventé des chemisettes qui étaient correctes, avec des PDG qui ont aussi promu en fait ce nouveau dress code pour changer les pratiques. Donc on voit bien que là, il ne s'agit pas d'une approche purement comportementale, mais bien plus large, et qui prend en compte des choses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui sont en fait tout ce qui tient nos pratiques sociales. Merci beaucoup. Alors pour poursuivre, une des questions qui se pose, c'est d'abord ce que ça apporte par rapport à ce qu'il y avait avant, mais aussi donc, quelles sont un peu les transformations qui sont attendues de ces nudges et les limites que vous avez commencé un tout petit peu à évoquer. Est-ce que dans vos domaines, on a un peu des bilans un peu systématiques de ce que ça a apporté, des échecs qui ont pu avoir lieu, et est-ce qu'on commence à avoir une idée de dans quelles circonstances on peut avoir de tels types de résultats, et peut-être sur les résultats eux-mêmes, qu'est-ce qu'on attend, soit en termes d'efficacité, en termes d'efficience. Si je reprends mon exemple anglais, quand même, la variable numéro 1, c'était faire des économies au moment où il y avait des coupures budgétaires extraordinairement importantes. Donc il y avait quand même une rationalité très très forte dans le cas britannique. Et donc dans vos domaines, qu'est-ce qu'on attend de ces transformations et de l'utilisation de ces nudges? On continue comme tout à l'heure? On continue comme tout à l'heure. Allez.
Juste vous dire que j'ai la sensation, moi, je vois les signaux qui sont à peu près identifiés, qui témoigneraient d'un engouement, d'une montée en puissance de cette approche. Mais dans la sphère publique, quand on regarde la réalité de par le monde, certes, il y a, je sais pas, quelques 200 unités comportementales à peu près qu'on peut identifier comme telles, mais dans le lot, vous en avez 2-3 qui sont vraiment des grosses machines un petit peu rodées avec des volumétries derrière. Le reste, on est dans des travaux exploratoires. Nous, très clairement, on a été dans cette démarche plutôt exploratoire, et je le disais, avec quelques difficultés avérées. Des difficultés avérées qui sont notamment liées à ce qu'on a pu évoquer, ce qui transparaît dans le livre, notamment quelques effets de mode. Il y a clairement, pour des bonnes et des mauvaises raisons, des gens qui viennent nous voir. Les gens viennent nous voir, c'est une information, c'est pas nous qui allons les voir. Ils viennent nous voir avec l'idée qu'il peut y avoir comme ça un petit catalogue de types comportementaux, de nudge, de mouches, de trucs comme ça, qu'on va placer à droite et à gauche, et avec lesquels on va pouvoir régler 2-3 problématiques de politique publique. Ça, c'est sur la question de l'efficacité. Et on leur explique qu'en fait, la réalité est un petit peu plus exigeante et un petit peu plus complexe. On a essayé de faire un peu comme ça, en faisant des ateliers de créativité, en utilisant nos connaissances et en faisant des choses un peu parcellaires. On l'a fait avec les ministères, ça marchait difficilement. On a sorti de notre zone de confort, on allait voir des collectivités locales parce qu'elles avaient plus de possibilités pour agir concrètement. Ça a été un peu plus probant. Mais on a quand même vu qu'il y avait une difficulté pédagogique majeure pour expliquer à peu près en quoi pouvait consister cette démarche. Cette démarche, pour nous, cette approche comportementale, c'est quelque chose qui s'organise en 3 temps principaux. Le premier, c'est un temps de diagnostic qui passe par une revue de littérature scientifique, qui passe par une compréhension d'un contexte. J'insiste bien sur le mot contexte. On n'est pas focalisé sur des individus, on n'est pas focalisé sur du travail en laboratoire, comme ça a été dit par Françoise. On va sur le terrain, on fait des ethnos, on fait des entretiens qualitatifs, on fait des choses comme ça, qui visent un petit peu à boucher les trous dans la raquette des connaissances scientifiques existantes. Derrière, on fait un travail d'idéation, qui est souvent ce à quoi est un peu résumé ce type d'approche via la question des nudges. Et puis derrière, on fait un truc qui est un peu tout fou dans l'action publique, on veut tester, on veut mesurer l'impact, on veut évaluer. Et ça, clairement, c'est la pierre d'achoppement historique à laquelle on a été principalement confrontés. Les gens viennent nous voir avec l'idée qu'ils vont trouver un petit gadget sympa. Quand on leur explique que c'est plus compliqué que ça et qu'en plus, il faut le tester sur des durées stratosphériques du genre 6 mois, 1 an, voire plus, là, on heurte les sensibilités et les agendas politiques. Mais on essaie quand même de le faire. Donc voilà pour le petit bilan. Et ce petit bilan, il nous a conduit à une chose qui a coïncidé avec la création de la DITP. On a lancé 2 choses. On a lancé d'une part un appel à projet auprès des administrations, pas pour avoir des sujets. J'insiste, des sujets, on en a plein. Ils viennent tous nous voir. Ils veulent tous retrouver du bonheur et du plaisir avec nous. Mais par contre, ce qu'on a voulu leur montrer dans les cahiers des charges de ces projets, c'est qu'il fallait que ces projets aient un certain nombre de critères. Le premier critère, c'était la volumétrie. On ne veut pas être sur des sujets de niche, on veut être sur des choses qui concernent la population dans sa globalité, la plus large possible en tout cas. On veut surtout être sur des vrais sujets comportementaux. Oui, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'action publique. Il y a des sujets qui sont des enjeux comportementaux. D'autres, c'est des enjeux financiers. D'autres, c'est des enjeux techniques. Et dans nos échecs passés, on en a qui ont échoué parce que ce n'étaient pas des sujets comportementaux. Quand un jour, on est venu nous demander d'aider à fluidifier, on va dire, le marché de l'assurance, quand toutes les assurances ont le même prix, quels que soient les leviers que vous mettez sur l'individu, il n'y a pas de raison qu'ils changent. Quand un jour, on vient nous demander de pousser le recouvrement d'un impôt, quand il est déjà à 98%, le reste, c'est plutôt des problèmes de trésorerie que des sujets comportementaux. Donc il y avait ce deuxième critère comportemental qui était très important. Le troisième, il a été évoqué un petit peu, c'était le sujet éthique. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on concentre l'essentiel de nos réflexions et sur lesquels on n'attend pas de se prendre des coups de pied pour se positionner. Parce que clairement, on touche à des choses contrées à l'intime, contrées aux prises de décision individuelles, et ce n'est pas des choses avec lesquelles on peut jouer, évidemment. Pour ce faire, on a choisi des critères qui valent ce qu'ils valent, mais bon, qui nous permet de traduire les choses concrètement, c'est-à-dire d'aller sur des sujets qui, mine de rien, le mot est sans doute galvaudé, mais font un peu consensus, c'est-à-dire que la notion d'intérêt général est à peu près établie. Tout le monde peut trouver une version différente de l'intérêt général, mais on a essayé quand même de revenir sur certains sujets, genre sauver la planète, sauver des vies, des choses comme ça. Et aussi s'engager sur la transparence de ce qu'on fait. Clairement, tout ce qu'on fait, ça a vocation à être publié, y compris quand ça rate. C'est quelque chose également d'un petit peu novateur. Et puis aussi, alors sur la question de l'éthique, il y a une dimension intermédiaire qui est d'être tant que possible, ça rejoint la question de l'intérêt général, d'aller sur des sujets de passage à l'acte, d'aller sur des sujets où la conviction est là, où a priori il n'y a pas de nécessité de convaincre les gens sur le principe, c'est pas notre rôle, il y a des communicants politiques pour ce faire. Nous, ce qu'on essaie juste, c'est de favoriser les passages à l'acte.
C'était le troisième critère. Le quatrième, il était d'ordre de la question de la mesure. Je parlais de la nécessité de tester et de mesurer. C'est beaucoup plus facile quand vous avez des possibilités concrètes de le faire. Donc ça voulait dire de nos partenaires qui s'engagent à nous produire, à avoir des statistiques ou du moins pouvoir organiser la production des statistiques assez facilement. Le changement, pour moi, c'est quelque chose qui doit pouvoir être objectivé. Et le dernier critère, mais il était vraiment, pour moi presque, c'était d'avoir des preuves d'amour des administrations. Autrement dit, d'avoir une volonté d'engagement qui n'était pas forcément financière. On n'est pas aussi gourmand que ça, mais au moins d'avoir des gens qui comprennent que ça se passe un petit peu sur la durée. C'était le premier volet, promis, je vais aller vite. Le deuxième volet, c'est qu'en face de ça, moi, ma plus-value, en fait, dans cette équipe qui est faite de gens brillants qui sont là-bas, moi, c'est l'autre versant, c'est de structurer et de professionnaliser tout ça. Et pour ce faire, on a fait un truc, une petite figure imposée dans mon univers, ça s'appelle un marché public. C'est un truc qui nous a permis de mettre en face de nos activités qui ont des limites, des moyens, je vous assure, limités. Les 2-3 premières années, le budget était, je me rappelle, de 0. C'était ça, le chiffre 0 €. On est passé à un peu plus, mais on est... et on a fait des choses, parce qu'on avait des petites mains, des petits pieds, tout ça. Et donc, on a passé à un marché public sur lequel on a eu un petit financement qui nous permet aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que c'est tout neuf, ça date de janvier, la notification, mais d'avoir en face, à nos côtés des prestataires qui sont pluridisciplinaires, dans lesquels il y a des gens, certes des sciences cognitives, mais aussi de l'économie, et je crois même qu'il y a des sociologues dedans. Voilà. Merci beaucoup. Linda. Alors, qu'est-ce qu'on attend du nudge en santé publique ou en promotion de la santé? Ça dépend qui attend. C'est-à-dire que si on parle des décideurs en matière de politique de santé, ce qu'ils en attendent, c'est des changements de comportement pour qu'ils soient conformes aux recommandations à court terme et à moindre coût. Et donc le nudge est évidemment très attirant pour ça, parce que c'est en tout cas ce que les expérimentations autour du nudge démontrent, même si on pourra en rediscuter, il y a quand même beaucoup de dissensus autour de l'efficacité de ces nudges et puis surtout de la pérennité de cette efficacité et des changements observés. Lorsqu'on est acteur de promotion de la santé ou de santé publique, pour tout vous dire, on n'en attend pas grand-chose. Pourquoi ? C'est un sujet plus dans la bouche des décideurs que des acteurs, en fait, la question du nudge. Pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, il y a des débats et il se trouve que les nudges mobilisent des théories. On n'a pas attendu que le nudge devienne à la mode ou qu'on parle de nudge aujourd'hui lors de ce débat pour mobiliser ces théories. Ces théories, pour certaines d'entre elles, elles ont 50 ans, voire plus. Et on les mobilise en tant qu'acteurs très régulièrement dans nos stratégies d'intervention. On ne les découvre pas avec l'économie comportementale. La différence, en fait, entre les stratégies actuelles de prévention et de promotion de la santé et le nudge, c'est qu'on ne les mobilise pas de la même manière, en fait. C'est-à-dire que c'est leur configuration stratégique qui est différente. Je vais prendre un exemple, le biais par exemple de conformité ou biais lié aux normes sociales. La question de la puissance des normes sociales dans la structuration d'un comportement, ça fait très longtemps qu'on a conscience de cette influence-là. La différence, c'est qu'on ne la mobilise pas de la même manière. Dans le nudge, on va du coup rechercher l'économie des ressources mentales, l'économie de l'effort, et donc on va utiliser cette influence de manière à conformer les comportements au modèle dominant. Lorsque l'on travaille en éducation pour la santé, on fait l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'on a conscience de la puissance des normes sociales et on va plutôt travailler sur le développement de ce qu'on appelle les compétences de vie ou les compétences psychosociales, c'est-à-dire les compétences émotionnelles, cognitives et sociales qui permettent à la fois d'avoir conscience de ce qui détermine ou influence un comportement et de mettre en place des stratégies de coping pour pouvoir résister à la pression du groupe et pouvoir voire même modifier les valeurs ou les préférences qu'il y a dans la communauté. Donc on est en fait sur une opposition, pas de théorie, mais de stratégie de mobilisation de la théorie. D'un côté, on cherche la conformité, de l'autre côté, on cherche ce qu'on appelle dans notre jargon l'empowerment, le développement des ressources pour pouvoir mettre en place des stratégies qui sont protectrices pour la santé. Pareil, si je prends un autre exemple, le biais de cadrage ou le biais du statu quo, par exemple. L'idée, c'est qu'on va avoir tendance à rester dans une décision qui est prise par quelqu'un d'autre, pour, là encore, faire l'économie des ressources mentales, des ressources cognitives ou sociales ou émotionnelles.
Dans le nudge, on va jouer sur ça en réduisant les choix, parce qu'on dit qu'on garde les mêmes choix, mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on fait une architecture de choix de manière à ce que le comportement non désiré soit plus compliqué à adopter, en partant du principe qu'on va évidemment limiter l'effort. En promotion de la santé, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on développe les alternatives de choix, on les met toutes au même niveau, et on développe chez la personne les ressources pour faire le choix qui est le plus protecteur et qui est le plus en phase aussi avec son système de préférence et de valeur. Si le système de préférence et de valeur est péjoratif pour la personne, alors on travaille sur ce système de préférence et de valeur pour développer des stratégies de coping ou pour travailler sur une conscientisation de ses préférences et de ses valeurs et du caractère péjoratif qu'elles peuvent avoir sur la personne. Mais les modèles théoriques sont les mêmes, donc on n'attend rien en fait des modèles qui sont liés à cette économie comportementale. Par contre, on est assez réservé sur la manière dont on peut les utiliser pour les questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et on est assez attentif aux risques qu'il peut y avoir derrière, c'est-à-dire aux effets un peu collatéraux de ce type de stratégie. Et c'est sur ça que doit porter le débat. Parce que lorsque vous nudgez en permanence une personne, c'est-à-dire que vous la contraignez sans qu'elle s'en rende compte, je crois que c'est Aldous Huxley qui disait que la personne, le sujet manipulé, en fait, ne se rend pas compte qu'il est manipulé, ne se rend pas compte qu'il est contraint parce que les murs de sa prison sont invisibles. Mais on est vraiment dans cette stratégie quand on est sur le nudge, c'est-à-dire qu'on contraint sans que la personne s'en rende compte. Lorsque l'on nudge en permanence quelqu'un, on le conforme à adopter un comportement qui peut être en décalage avec ce qu'il a vraiment envie de faire ou son système de préférence. Et il y a de la littérature sur le sujet qui dit que, à force de faire ça, on peut avoir des conséquences d'abord individuelles et sociétales. Les conséquences individuelles, ça peut être une forme de fragmentation, en fait, quand on est en fait obligé d'avoir un comportement qui est toujours en décalage avec ce qui nous construit. C'est quand même un peu gênant sur le principe. On peut avoir aussi des stratégies de coping derrière pour compenser le résultat. C'est-à-dire qu'on est contraint à choisir en permanence des légumes à la cantine, sauf qu'on préfère les frites, et ben, c'est ce qu'on appelle la licence morale, ça existe dans l'environnement d'ailleurs, c'est qu'à un moment, du coup, on va se lâcher sur les frites le repas d'après parce qu'on a été contraint, sans s'en rendre compte, à faire des choix en fait, qui n'étaient pas forcément dans le sens de ce qu'on préfère. En promotion de la santé, on n'est pas du tout sur ce registre. On va essayer de travailler avec la personne pour qu'elle équilibre, si je reprends l'exemple de l'alimentation, pour qu'elle équilibre son alimentation en conscience et en cohérence avec son système de préférence et les opportunités qui sont données. Ensuite, il y a des risques, et là, je rejoins les questions éthiques, surtout sur les questions de santé. Je suis beaucoup plus modérée déjà, parce que je ne connais pas les sujets sur les questions de simplification administrative ou sur les questions d'environnement, où on est vraiment sur un espèce d'enjeu collectif, où là, je pense que les nudges peuvent être vraiment très, très intéressants. Mais la santé, c'est intime. C'est vraiment quelque chose de très intime. C'est un comportement individuel où les normes varient énormément. Et donc, les questions éthiques, elles sont fondamentales. Et moi, je m'interroge, dès lors qu'on utilise des stratégies qui sont quand même proches de la manipulation, sur des choses aussi intimes. Je me questionne, en fait, sur les dérives sociétales liées à ça. Par exemple, le fait que on accepte, une institution accepte d'utiliser comme instrument politique la manipulation au service de la santé. Ça peut être sur des tailles d'assiettes, mais c'est quoi l'étape d'après, en fait? C'est-à-dire qu'à un moment, on ouvre la porte à un instrument politique qui n'existait pas, en fait, dans l'environnement de cette politique de santé. Et ça peut être gênant. Et de manière générale, sur la manipulation, je trouve que c'est gênant, parce que dès lors qu'on accepte d'être un peu manipulé, on sait qu'il y a une forme de pente glissante, en fait. Plus on va accepter des petites choses, plus ça va nous amener à accepter des grandes choses après. Et on est en décalage là complètement avec les valeurs de la santé publique et de la promotion de la santé. Merci. Donc on n'en attend pas grand-chose sur les théories. On mobilise déjà ces théories. Par contre, on se questionne beaucoup. Voilà qui va nous certainement animer le débat. Sophie.
Merci. Oui, cette question de est-ce que ça marche, est-ce que c'est efficace, en fait, c'est une question qui nous a beaucoup animés, beaucoup mobilisés. On a voulu essayer de comprendre. Alors, on avait tous discours de promotion des nudges, d'ailleurs, qui n'est pas forcément porté par les acteurs publics, mais par d'autres types d'acteurs, qui mettent en avant des chiffres. Je parlais de la société Opower, donc on trouve 250 milliards de dollars voilà, qui auraient été économisés, mais on ne sait pas d'où vient ce chiffre, on ne sait pas quel est le pas de temps qui le concerne. Donc, en fait, ce discours de promotion était assez peu informateur. Donc, après, vous avez des publications scientifiques qui essayent de mesurer des effets de nudge. Là, on s'est aperçu qu'en fait, ces travaux mettent en branle des protocoles assez lourds. Donc, on s'est rendu compte que mesurer les nudges, ça coûtait forcément une fortune et qu'on doutait fort qu'on puisse associer à cet outil qui a pour vertu de coûter pas cher des modes de mesure qui, eux, étaient très prohibitifs du point de vue de leur prix. Donc, on s'est aperçu que cette question de la mesure, elle était finalement assez compliquée. Mais au-delà de ça, en fait, nous, ce qui nous pose un petit peu des problèmes, c'est la question de la pérennité, en fait, d'un éventuel effet. À partir du moment où on considère que les pratiques sociales des individus, des acteurs sociaux, en fait, sont très largement tenues par toute une série de mécanismes collectifs, on l'a dit, les normes, Henri a insisté sur les relations sociales, il y a les trajectoires sociales, les appartenances sociales, etc. Eh bien, il y a fort à parier qu'une fois qu'on enlève l'espèce de petite béquille, de petits stimulus que représente cette intervention, eh bien, on peut faire l'hypothèse qu'en fait, il y a toute une série de cordes de rappel qui agissent sur la pratique sociale et qui risquent en fait de faire cesser cet effet. Je vais prendre un exemple tout simple qu'on a vu dans les médias récemment, qui est celui de ce nudge, de ce passage piéton nudge. Je crois qu'il y en a un tout près d'ici, devant Matignon. Vous savez, ce passage piéton surélevé. Et en fait, les mairies qui ont mis en place ces systèmes sont moyennement contentes parce qu'elles s'aperçoivent qu'en fait, les automobilistes, au bout d'un moment, comprennent que c'est un nudge et donc reprennent leurs vieilles habitudes. Donc l'habitude, voilà une corde de rappel, l'habitude. Je vais citer un autre exemple, les travaux de ma collègue Laure Solé qui travaille sur l'alimentation et qui a testé des nudges, par exemple dans les cantines scolaires, sur la mise en avant d'un plat végétarien comme le plat du jour, en fait, pour attirer l'attention. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que le nudge marche d'autant plus fortement sur les individus qui ont déjà des dispositions à manger, en fait, du végétarien. Donc voilà, d'autres cordes de rappel qui agissent, qui sont les appartenances sociales, les dispositions, etc. Donc la question de l'efficacité, en fait, elle est vraiment à rapporter à ce problème, en fait, de la pérennité de l'effet. Merci. Et puis peut-être pour terminer, avant d'ouvrir le débat, peut-être revenir à la question qui avait été à l'autre table ronde, mais qui reste quand même assez centrale pour nous ce soir. C'est-à-dire, quelle place on doit donner à ces sciences du comportement, à toutes ces analyses comportementalistes, dans les enseignements et dans l'analyse, pour ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire un peu l'action publique et l'action collective. Et donc, de votre point de vue, quelle place on doit leur donner? Est-ce qu'on doit leur donner une place absolument centrale et que ça remplace peut-être d'autres choses, puisqu'on est tous d'accord pour dire que ça joue un rôle et qu'il faut analyser ça et comprendre et probablement l'enseigner. La question après, c'est le lien avec le reste et quelle place. Dans le livre, on montrait bien les tensions avec l'économie mainstream et les complémentarités en fonction des différents groupes. On a eu tout à l'heure Olivier Houdet qui nous a donné une vision très forte de ce qu'on pourrait enseigner et mettre en avant. Du point de vue de votre lorgnette, qu'est-ce que vous nous conseilleriez et quelle place on doit donner à ce type d'approche par rapport aux autres approches et aux autres disciplines ou sous-disciplines qui sont celles qu'on enseigne par ailleurs. Peut-être Sophie, cette fois-là, pour commencer. D'accord. Merci. Oui, c'est vrai que ça a été aussi quelque chose d'important pour nous, c'est-à-dire que nous sommes tout à fait des gens pour un pluralisme scientifique, donc il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet, mais ce qui nous dérange un peu, c'est l'idée que d'un seul coup, des savoirs, en fait, auraient la capacité de résoudre des séries de problèmes qui sont en plus des problèmes avec des enjeux lourds, hein. Alors même si on s'amuse toujours avec des petits nudges, les plus emblématiques souvent ne sont pas forcément sur des enjeux lourds, mais un certain nombre d'entre eux sont aussi des enjeux lourds. On a parlé tout à l'heure de santé publique, environnement,
On pourrait parler d'évasion fiscale, etc. Donc, il s'agit de prendre en charge en fait des questions qui sont importantes. Est-ce que l'idée de les prendre en charge uniquement par cette entrée par le comportement individuel et la décision et finalement le choix, donc on a une espèce de réductionnisme en liste comme ça qui nous paraît particulièrement problématique. Pourquoi ? Parce que ça laisse de côté tous les mécanismes que j'ai évoqués tout à l'heure et que je vais redire à nouveau, qui nécessitent des méthodes compréhensives en fait pour les mettre au jour, pour les décortiquer, pour les déconstruire, pour les analyser. Je redis, les habitudes, les normes sociales, les trajectoires sociales, les appartenances, etc., les questions de légitimité. Et en fait, toutes ces dimensions font que les pratiques des individus sont tenues par le collectif, au point que finalement, les individus ne sont pas toujours et sont même assez rarement dans des situations qui sont des situations de décision et de choix entre des options qui sont également accessibles. Ça n'est pas du tout le cas. Je vais prendre l'exemple de l'alimentation. Voilà, on sait depuis 100 ans de travaux en sociologie de l'alimentation que s'il y a quelque chose qui résiste très fortement, c'est précisément la différence en fait des conduites alimentaires entre les groupes sociaux. On sait ça parfaitement. Bien sûr, ça évolue. Ces différences peuvent changer un peu de nature, mais elles restent fondamentales. Donc on a ce type de choses. Je pourrais également insister sur la question des coûts sociaux, par exemple dans l'alimentation. Il y a beaucoup d'interventions qui visent à changer les comportements, notamment des catégories les plus défavorisées qui ont cette alimentation qui est la plus défavorable pour leur santé et parfois aussi pour l'environnement. Mais si on ne prend pas en compte en fait les raisons qui expliquent ces formes d'alimentation, eh bien on passe complètement à côté du sujet. Il y a des travaux de Faustine Régnier qui ont très bien montré pourquoi cette alimentation très transformée, très roborative est privilégiée par ce groupe social. Donc voilà, on a des travaux qui attestent tout ça. Et puis je vais prendre un autre exemple finalement du côté des catégories les plus aisées, parce que souvent on ne prend pas ce type d'exemple, mais pour montrer ces coûts sociaux, eh bien je suis chercheur, je suis un peu attentive aux problématiques d'environnement, donc je pourrais décider de ne plus prendre l'avion, c'est-à-dire de ne plus aller en colloque, de ne plus aller à l'étranger pour mes travaux de recherche. Est-ce que je peux complètement faire ce choix ? Est-ce que ce choix est dénué de tout coût social ou professionnel ? Je ne crois pas. Est-ce que je suis complètement face à des options, prendre l'avion ou ne pas prendre l'avion ? Je ne crois pas non plus. Il faudrait en parler à nos administrations respectives, le CNRS, Sciences Po, pour voir si nous pourrions cesser d'être des chercheurs internationaux. Par exemple. Alors, bien sûr qu'il faut les prendre en compte. Ces travaux sur les nudges ou sur les démarches comportementalistes, il faut évidemment les prendre en compte. Ils sont de nature à éclairer un certain nombre de problèmes et peuvent contribuer à trouver des solutions aux problèmes de santé publique auxquels on est confronté. La question, elle est toujours dans la nuance, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être pour ou contre le nudge, c'est vraiment dans la nuance. Et elle est aussi en deux niveaux, c'est-à-dire il faut les prendre en compte pour l'élaboration des politiques publiques, y compris de santé, mais les prendre en compte avec un caractère explicatif ou exploratoire et mobiliser à bon escient un certain nombre de stratégies. En gardant en tête quand même trois questions fondamentales autour des politiques de santé publique et des politiques de prévention. C'est la question politique de la normativité, parce que derrière la notion de nudge, c'est la notion de normativité qui s'impose. Et pour rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure, qui définit la norme ? Et on sait à quel point elle évolue, la norme, on le voit, on sait à quel point il peut y avoir beaucoup d'influence pour définir les normes. On le voit par exemple sur la question de l'alcool. On l'a vu sur l'évolution de la question de l'alimentation, où les recommandations changent, je dirais presque à l'aune de la puissance des industries agroalimentaires et de leur capacité à influencer les recommandations. L'alcool, c'est pareil. Donc, qui définit la norme ? Et à partir du moment où une norme, elle est insidieusement mise en place, qui la critique ? Voilà. Et derrière la question de la santé publique, il y a la question de la démocratie sanitaire. Donc ça, c'est une question majeure.
La deuxième, c'est celle de l'éthique, on l'a vu, avec cet instrument-là qui doit être débattu, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis la question paradigmatique que vous avez évoquée, la santé publique, ce n'est pas qu'une question de comportement. Aujourd'hui, il y a de très nombreux travaux qui mettent en évidence le fait qu'il faut intervenir sur les déterminants structuraux de la santé, et pas seulement en bout de chaîne sur les comportements, et le risque qui n'est pas lié à la science elle-même ou aux sciences comportementales, qui est lié à l'usage qu'en fait le politique, c'est que ça paraît beaucoup plus séduisant de travailler sur les comportements à court terme que de travailler sur les déterminants structuraux de la santé. Et donc on risque d'avoir cette espèce de virage difficile à prendre sur la question des déterminants structuraux si on ne met pas un peu en débat ces approches comportementalistes. Ensuite, en matière de recherche, il faut évidemment les prendre en compte parce que les bases théoriques sont les mêmes que celles que l'on mobilise aujourd'hui dans le domaine. Et évidemment que les travaux portant sur les nudges sont très intéressants pour comprendre les comportements et pour pouvoir mettre en place des stratégies en matière de recherche. Mais il faut hybrider en fait les disciplines autour de ça. Comme je l'ai dit, la santé publique, ce n'est pas une discipline, c'est un carrefour de disciplines. Et évidemment qu'elle est intéressée par ce que produit l'économie comportementale, bien sûr. Stéphane, puisque ce ne sont pas des forces du mal, on est tous d'accord là-dessus, donc on va revenir sur votre introduction. C'est que bienveillance. Quel poids de ça par rapport aux autres choses? Je crois que vous avez bien commencé à l'évoquer. Je vais refaire un petit moment corporate. Donc la DITP, il y a interministériel et la lutte contre les silos, c'est notre combat quotidien. Non, mais plus sérieusement, le fait de s'intéresser aux citoyens, à l'usager, ça passe souvent par le fait de sortir des périmètres dédiés, et c'est la même chose s'agissant des coopérations entre disciplines. Et clairement, quand on a fait ce marché public, quand on a construit ce travail, on l'a fait avec l'idée qu'il fallait avoir une approche intégrée, globale, qui pioche à droite et à gauche. Il se trouve que l'entrée s'est faite par les sciences comportementales, mais on a vraiment une envie d'aller s'intéresser à des contextes. Bon, au-delà de, ça veut dire concrètement, on parlait de la question des formations, ça veut dire que nous, on a besoin de tout. On a besoin de spécialistes de sciences cognitives. On en a déjà, mais je pense que j'en ai à peu près autant que dans tout le reste de l'administration française, donc je ne pense pas qu'ils soient surreprésentés. On a besoin aussi de sociologues, on a besoin d'économètres, on a besoin des gens qui peuvent faire toutes les étapes des projets que j'évoquais. Et on a besoin d'eux pour conduire des projets très concrets qui concernent notamment la santé. On a des sujets sur l'antibiorésistance qui sont passionnants. On travaille sur plein de choses. On travaille sur la simplification administrative. Là-dessus aussi, il nous faut des compétences diverses. Et j'insiste, tous ces sujets, ils nécessitent des compétences variées. Donc on n'arrive pas avec une vision du monde spécifique. On n'arrive pas avec un schéma clé en main. Il suppose des compétences variées. Et le fait de recourir à des nudgers n'est qu'une compétence épisodique de tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que la solution du nudge, c'est qu'une variante de ce qu'on peut être amené à faire. De manière fondamentale, on a avant tout vocation à comprendre des contextes et à éclairer les comportements des gens, les choix des gens, en fonction de ce qu'on en comprend. Si de temps en temps, il y a une solution pas chère, facile, qui peut avoir des résultats et qui s'appelle un nudge, je la prendrai. S'il faut faire autre chose, d'un peu plus exigeant, d'un peu plus pédagogique, il nous arrive de le faire aussi. Très bien. Merci beaucoup. On va ouvrir le débat et les questions. Donc Simon va... J'ai l'école de ma fille qui m'appelle, c'est n'importe quoi. Bonjour, je suis Patricia Gurviez, je suis professeure à AgroParisTech. Et j'aurais presque envie de poser une question frontale à Stéphane Giraud. Parce que, alors d'abord, juste une petite remarque, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai signé chez un éditeur pour le premier livre en français sur le marketing social, puisque moi, je suis chercheur en marketing social et que pour l'instant, il n'y a pas de bouquin en français. Que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette discipline est aussi peu représentée en France, et notamment dans les politiques publiques. Et donc, voilà, alors je signe avec l'éditeur, à condition qu'il y ait le mot nudge dans le titre, parce que c'est ça qui fait vendre. Donc voilà, ça situe un peu le débat. Donc mon livre s'appellera quelque chose comme Nudge et marketing social. Le titre du livre Nudge a été imposé à Sunstein et tout à l'heure. Hein. C'est leur éditeur, c'est pas eux. Hein. Mais on en est là en France. Alors je pense qu'il y a un côté magique aussi, parce que Nudge, on ne comprend pas ce que c'est. Comme ça, c'est plus magique. Et alors, du coup, je me renseigne et je tombe sur un article où M. Giraud dit moi, je ne fais pas du marketing social, je fais du nudge. Alors, je ne sais pas si c'est le mot marketing ou le mot social qui vous gêne. Je crois que les deux. J'avais dit social ? Ouais. Et il me semble qu'on a le même objectif. Alors, je ne prêche pas pour ma paroisse, je ne suis pas en train de vendre ma discipline, mais
Il y a une discipline qui existe, qui cherche de manière très concrète à changer les comportements. Et voilà, sauf que nous, on est ostracisés. Alors, je sais pas si, je vous dis, je sais pas si c'est ce qu'on appelle marketing ou social, mais nudge, ça fait vachement plus chic. Et je voudrais juste rappeler que le dernier rapport du Behavioral Insight Team, enfin, je sais pas si c'est le dernier, c'est celui qui s'appelle East, quelque part, il y a une phrase que vous avez tous redit, c'est « context matters ». C'est-à-dire que même les plus promoteurs du nudge, ils finissent par dire une fois qu'on a commencé à regarder si ça marchait ou pas, finalement, le contexte est à prendre en compte. Et ça, justement, c'est... voilà, doit y avoir une manière pacifique de travailler à changer les comportements. Trouver quelqu'un qui me lisait, ça me fait plaisir. Sur le fond, je pense très honnêtement, enfin, peut-être que j'ai dû dire quelque chose de ce genre, mais si je vois de quoi il s'agit, j'évoquais essentiellement le fait qu'on n'avait pas vocation, en tant qu'acteur public, à se positionner comme un marketeur. C'est juste ça. Voilà. Ça va pas au-delà. Voilà. Bon. D'autres questions? On la salle. Et puis là-bas, après milieu. Alors, l'inverse. C'est ma vie. Je suis entre des gens qui me disent que je suis un salaud et d'autres qui me disent que je suis un salaud. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais peut-être qu'il y aura une question dedans derrière. Et ça s'adresse plutôt à Madame Cambon et Madame Debuisson-Kellier, puisque je travaille avec Stéphane. Donc je peux lui poser toutes mes questions pendant les plusieurs années à venir. J'ai mis des gens dans la salle. Voilà. Le marketing public. Mais ma question est plutôt... ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le nudge, c'est un peu un mot magique. C'est peut-être un mot magique, mais c'est aussi un mot très très flou. On ne sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs, ça en fait une force, mais aussi une faiblesse, parce qu'on peut mettre tout derrière nudge, et en même temps, quand on attaque le nudge, on ne sait pas ce qu'on attaque exactement. Quand on dit le nudge, c'est pas éthique, on peut dire ça facilement, mais il y a certains nudges super éthiques, il y en a qui ne le sont pas. Quand on dit les nudges, c'est efficace, il y en a ou pas efficaces. Il y en a qui sont extrêmement efficaces, qui peuvent perdurer dans le temps et être très pérennes. Il y en a qui vont s'estomper au bout d'une semaine ou d'un mois, etc. Et donc j'ai l'impression, peut-être que dans vos différentes positions, il y a une sorte d'homme de paille ou une sorte de caricaturisation extrême d'une forme de nudge qui serait peut-être pas éthique, qui serait peut-être pas pérenne, qui serait pas éducative, etc. Et donc une attaque sur ces nudges-là en particulier. Et donc, d'une part, je voulais dire de ma position d'un peu plus, on va dire, praticien au jour le jour de ces champs-là, que ça peut être beaucoup plus nuancé que ça, qu'il y a des nudges qui sont très éducatifs, qu'il y a des approches un peu plus qu'on appelle boost, qui justement viennent faire de l'empowerment ou aider les gens à prendre des décisions plus autonomes pour elles-mêmes. Il y a différentes manières, en fait, de... C'est pour ça qu'on n'utilise d'ailleurs pas le mot nudge, et comme le disait tout à l'heure Françoise Ventrop, c'est dur de définir. Est-ce que c'est science comportementale, approche comportementale? Il y a une appréhension tellement différente de différentes équipes. Et au final, c'est qu'est-ce qui nous renseigne sur le comportement et qu'on peut améliorer. Par exemple, ce que vous donniez l'exemple au Japon, pour nous, c'est quelque chose, par exemple, qui rentre totalement dans le champ de choses qu'on peut faire, et on ne considère pas ça ni du nudge, ni une approche comportementale. Enfin, on ne sait pas ce qu'on considère ça, mais c'est juste essayer de comprendre le contexte et apporter une solution. Donc j'ai l'impression que les mots un peu nous jouent des tours, parce que si on se focalise sur le mot nudge, on se focalise sur le mot science comportementale, on a des objets plus faciles à attaquer, mais en vérité, c'est tellement plus complexe que ça. Et vous disiez tout à l'heure que tout est dans la nuance. Je pense que c'est vraiment le cas. C'est des choses qui sont extrêmement complexes, tous ces sujets. Ils sont très nouveaux. Les enseigner aux décideurs publics, c'est très complexe aussi, puisque même les experts qui font ça dans les laboratoires ont du mal à transposer leurs résultats sur le terrain. Donc imaginez ensuite qu'on les enseigne en un cours à un décideur public qui ensuite, lui, doit les approprier. Donc en fait, je pense que là, on est plus sur une question de comment appréhender la complexité et un peu faire la paix avec la complexité et accepter que ça va être dur. Il n'y a pas de solution magique. On va y aller petit à petit, on va se tromper. C'est peut-être pas la sociologie qui va venir d'abord, qui va venir deuxième, etc. Mais qu'un peu de principe, un peu de charité entre les disciplines les unes pour les autres et de patience peut aider à améliorer l'action publique, parce qu'au final, c'est ça le but de tout le monde. C'est faire une action publique qui marche, qu'on évalue, qui fonctionne. Et peu importe quelle discipline est arrivée en premier dans le terrain de l'action publique, l'important, c'est d'aller vers des choses qui sont meilleures pour les citoyens. Un peu de charité entre disciplines, je vais en parler à mon directeur. Oui, bien sûr. Vous avez, je ne sais pas forcément adressé à moi, mais du coup, ça m'évoque beaucoup ce que vous dites, parce que vous avez raison.
Là, l'exercice impose de parler du nudge, mais en réalité, on ne l'a pas défini. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué de dire, et c'est ce sur quoi j'ai terminé mon propos, de dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord, ça dépend de la question. Ça dépend de la matière qu'on travaille, derrière ce que l'on appelle nudge. Le seul sujet en santé publique, et c'est ce que j'ai dit à la première de vos questions, c'est quel est l'objectif ? Si l'objectif, c'est de développer les ressources des personnes, alors c'est louable, alors il faut le faire. Si l'objectif, c'est de racornir les ressources cognitives, émotionnelles ou sociales des personnes pour les rendre conformes à une norme que quelqu'un a décidée, qui sera sans doute remise en question à un moment, là, en santé publique, j'entends en santé publique, ça, moi, en tant que professionnel de santé publique et chercheur en santé publique, ça me gêne. Et j'ai besoin qu'on en discute. Ça ne veut pas dire que je vais être contre, ça veut dire que j'ai besoin qu'on en discute, en fait. Donc je vous rejoins complètement sur cette question de nuance. À chaque fois, il faut se poser la question de ce que l'on veut faire. Et la question de l'efficacité n'est pas toujours centrale lorsqu'on évalue les politiques publiques. Parce qu'il peut y avoir des politiques publiques qui sont très efficaces, mais qui ne sont pas souhaitables, simplement. Et donc il faut aussi se poser cette question-là quand on évalue les politiques publiques et quand on prend des décisions en responsabilité. Oui, merci Mariam. Alors je suis d'accord à peu près dans l'ensemble sur ce que vous avez dit, sauf sur un point. Alors peut-être l'argument de la caricature, on ne peut pas l'entendre, tout simplement parce qu'on est allé regarder ce qui existait, on a fait ce bilan, et de fait, en fait, ce que ça montre, c'est que c'est cette, disons, grande variabilité autour du nudge qui est mise en avant, qui est promue, avec peut-être des choses qui ne sont pas complètement qui ne recouvre pas l'ensemble des choses que vous faites. Et du coup, grâce en effet à cet ouvrage et aux échanges notamment qui ont été avec vous, qui ont été organisés par Christophe Fourel, que j'en profite pour remercier, on s'aperçoit finalement qu'on est relativement en phase dans le sens où ce flou, en fait, cette polysémie, ce côté protéiforme des nudges nous interpelle et vous déplaît finalement et vous dessert. Donc finalement, on se retrouve assez bien dans cette idée que finalement ça traduit assez peu et assez mal ce que fait l'action publique. Ça ne rend probablement pas justice au fait que les actions en fait, qui sont menées, notamment à la DITP, mobilisent d'autres types de savoirs. Et la question que je me pose, c'est pourquoi cette façon de faire n'est pas autant mise en avant que celle qui vous déplaît, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est cette réalité-là que traduit en fait votre remarque. Oui, bonjour, je suis étudiant ici en master en théorie politique. J'avais une question pour Monsieur Giraud. Je suis désolé. J'ai tout donné. Au sujet de la manière dont vous communiquez auprès des citoyens sur les actions que vous pouvez mettre en place, parce que de ce que j'ai pu comprendre, certains nudges ont pour principe même de fonctionner lorsque ceux qui en sont les usagers n'ont pas forcément conscience de les utiliser. Et pourtant, un des principes quand même d'administration et du gouvernement dans un système tel que le nôtre, c'est malgré tout que chacun puisse être en capacité de faire des choix et notamment de pouvoir juger l'action de l'administration. Donc comment vous faites pour concilier l'efficacité des outils que vous mettez en place et en même temps la nécessité d'informer les citoyens sur ce que l'administration fait. Sur les projets qu'on mène, et plus exactement qu'on commence, clairement, le choix est fait. On fait le choix de la transparence par rapport à celui de l'efficacité. Voilà. Après, sur des choses qu'on n'a pas forcément menées de nous, mais quand vous faites des choses contraires à l'approche comportementale sur la sécurité routière, par exemple, si vous avez la possibilité, par une petite intervention, de sauver des vies sans forcément faire un panneau pédagogique à côté qui explique à la personne ce qui se passe, je pense que c'est pas grave. Mais sur nos projets, en tout cas, clairement, on a demandé à nos partenaires de publier et de montrer les choses, de les dire même quand elles sont pénibles. Et ça tombe bien parce qu'on est entraîné aux choses pénibles, donc ça, on sait faire. Voilà. Mais donc le choix est fait. Bonjour. J'ai entendu un terme qui m'a posé question, c'est celui de rapprocher les citoyens, enfin que les politiques publiques devaient être plus proches des citoyens et que les nudges pourraient y répondre. Excusez-moi de l'accent français. Nudge, Moi aussi, je parle
Justement, c'était cette question, en fait, c'est avec cette question, rapprocher les politiques publiques des citoyens, que je suis entrée dans ma problématique sur mon mémoire, qui traite de la question de l'obésité infantile, donc qui est dans le prolongement de ce qu'ont fait notamment Patrick Castel, Henri Bergeron, et sur EPOD, donc Vivons en forme. Et je me suis rendu compte que non, les nudges ne rapprochent pas du tout les politiques publiques des citoyens, le marketing social non plus. Il y a énormément par exemple, la Fédération des diététiciens et nutritionnistes françaises qui propose d'autres solutions qui justement pourraient, pourquoi pas, permettre de véritablement traiter la question de l'obésité. Parce qu'aujourd'hui, proposer aux enfants une assiette plus petite, par exemple, tel que vous le disiez, c'est pas ça qui va faire que lorsqu'ils vont rentrer chez eux, ils vont pas avoir une énorme assiette de frites ou manger des glaces. Et aussi, on prend pas en compte dans la question de l'obésité qu'il n'y a pas que la taille de l'assiette, en fait. Il y a d'autres déterminants, des déterminants sociaux, des déterminants psychologiques, des déterminants familiaux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaye de faire des politiques publiques d'appoint. On va mettre une assiette plus petite, on va mettre des haricots verts plus en avant. C'est un peu ce que font les industriels. Et justement, on essaie de masquer à travers cela les véritables problématiques. Madame parlait de la Polynésie française. La boisson préférée des Polynésiens, c'est Coca-Cola. Alors, voilà. Je suis désolée, vous leur donnez une plus petite assiette de frites, mais vous leur faites boire 1,5 litre de Coca-Cola. Je ne suis pas sûre qu'en termes de besoins glucidiques, ça fasse l'affaire. Voilà. J'ai bien compris que c'était une attaque personnelle sur le poids. Indépendamment de ça, je vous assure que mon but dans la vie n'est pas de distribuer des assiettes de taille variée à des enfants. Concrètement, sur ce type de sujet, si le diagnostic qu'on est amené à faire conduit à promouvoir une solution de type pédagogique, je n'ai aucun souci avec ça. J'insiste, c'est à géométrie variable, ça dépendra des sujets, ça dépendra des problématiques. Mais je vais aller plus loin encore. Je vais tenter une métaphore hardie, je vous préviens, attention. J'ai l'impression ici d'être face à la Ligue professionnelle de football, qui dit dites donc, regardez là-bas, il y a la fédération d'aquagym, ils ont un nouveau gymnase, c'est dégueulasse. On a le même sujet qui est d'améliorer l'activité physique des gens. Mais pendant ce temps, on se regarde les uns les autres en se disant c'est plutôt ma discipline qui devrait ça. Pendant ce temps, Coca-Cola et McDo, ils rigolent. Je veux dire, c'était pas limpide, hein, je sens que j'aurais dû tenter autre chose. Mais pour être très clair, je veux dire, notre but ne se résume pas à mettre du nudge partout. Enfin, clairement, je vois bien les signaux qui ont pu être identifiés dans ce livre, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, où il y a des gens du côté d'entreprise, du côté du politique aussi, qui ont bien envie, comme ça, de trouver des martingales, je ne sais quoi. Je vous assure, ce n'est pas ce qu'on fait. Je peux le répéter une douzaine de fois, je peux vous le prouver, je peux vous emmener dans nos bureaux, hein, je vous assure. On est beaucoup moins malveillants que ça. Je ne referai pas cette métaphore, promis. Alors, non, je l'entends, mais je ne fabrique pas les politiques publiques, personnellement, si je peux me permettre. On va devoir terminer. Je crois que vous aviez un... C'était pour rebondir sur ce que mademoiselle dit. C'est le cœur du sujet. En effet, c'est pas contre vous, je crois pas. Non, rebondir, j'ai compris. C'est juste que la puissance publique, parfois, elle est séduite par des martingales et il faut que collectivement, et ceux qui développent les nudges, et les scientifiques, et les professionnels de chaque discipline, on alerte aussi la puissance publique ou les décideurs ou les politiques sur les risques autant que sur les facteurs d'efficacité. C'est notre rôle. Merci beaucoup, merci pour votre participation. Merci à tous, RCP. Et pour en savoir plus, on vous recommande le petit livre vert qui vous donne toutes les clés pour comprendre ce débat. Merci beaucoup. Moi, je l'ai acheté.